Bonjour et bienvenue au Salon international de l'agriculture. Qui dit nouvelle journée dit évidemment nouvel épisode d'À travers champs. Et aujourd'hui, encore une fois, vous retrouvez votre duo préféré. Bonjour Adrien Hardy. Bonjour Raphaël. On continue à voyager aujourd'hui. Nous allons découvrir, Adrien, deux nouvelles régions. On se rend au centre Val-de-Loire d'abord, des châteaux somptueux, un peu de vélo et bien sûr des vins délicieux. Ensuite, ce sera au tour de la Mayotte. Ça tombe bien, j'adore la plongée personnellement. Et on a des produits très sympas à goûter dans quelques instants. Je pense qu'on dit autour de Mayotte. Adrien. Autour de Mayotte ? Oui, autour de Mayotte. Mais il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, on aura des dégustations, du régal, de la bonne humeur. Et on aura aussi un invité exceptionnel à partir de 11h. C'est un peu spécial. Franchement, j'ai déjà peur. Victor Vincent va nous mentaliser. J'espère qu'il ne va pas découvrir mes petits côtés un peu sombres que je vous cache, Raphaël. Et il nous parlera un peu de son spectacle Mental Circus. Adrien, aussi évidemment, nous avons un dispositif exceptionnel sur Émerger pour vous faire suivre ce salon de l'agriculture. Deux nouveaux membres de l'équipe vont aujourd'hui aller se balader dans les allées. Vous commencez à bien les connaître. J'ai nommé Alban Gamay de Saint-Germain et Dimitri Hainaut. Ils nous l'ont soufflé tout à l'heure. Ils vont participer à des activités fort sympathiques aujourd'hui. Voilà, vous avez tout le programme d'À travers champs. Adrien, je pense qu'on peut le lancer ensemble. À travers champs, épisode 5. C'est parti. Et voilà, normalement, oui c'est bon, nous venons de nous installer sur le stand de Yara. Une seule adresse, je vous le rappelle, comme tous les jours, pour réagir, un seul hashtag pour réagir à l'émission. C'est le hashtag À travers champs. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur la chaîne YouTube d'Émerger plutôt, la chaîne YouTube de Power Boost, la page Facebook d'Émerger également. Et pour démarrer cette émission, comme tous les jours, Alexis Bragard, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous venez nous expliquer ce qui s'est passé hier lors du salon. Exactement, il y a eu tout d'abord Jean Lassalle, le candidat à l'élection présidentielle qui était présent sur le salon. Il en a profité pour rencontrer les acteurs du monde agricole comme les jeunes agriculteurs ou la FNSEA. Il est aussi venu sur notre plateau répondre à nos questions. Puis il est parti rendre visite à son stand des Pyrénées-Atlantiques où il a déjeuné. Enfin, il a terminé sa journée en allant au salon 1, pavillon 1, à la rencontre des éleveurs. Que s'est-il passé d'autre, Alexis? Racontez-nous. Il y a eu la manifestation aussi. Passé près du plateau, les manifestants de la CGT qui sont passés hier peu avant midi, c'était la coopérative laitière Sodial. Ils ont manifesté bruyamment à coups de sifflets et de slogans. Ils ont échangé brièvement aussi avec Jean Lassalle qui passait par là. Jean Lassalle qui a aussi été notre invité évidemment. La centaine de salariés dénonçaient le fait que la société brade l'industrie, une industrie d'avenir qui est la laiterie. Le président du conseil d'administration de Sodial expliquait lui un changement de composition de Sodial obligeait à un changement de philosophie et physionomie de l'entreprise. Et hier également, Alexis, le gouvernement français a lancé une nouvelle technologie spécialement pour l'agriculture. Exactement, Raphaël. Après avoir lancé la French Tech en août 2020, le gouvernement vient de lancer Agritech 20. Le mouvement promeut les entreprises et de l'égalité, au niveau de l'égalité de l'agriculture et de l'agroalimentaire. À cette occasion, le label Agritech 20 a été lancé dans ce secteur. Le directeur adjoint d'Agritech 20, Louis Fleuret, explique que ce label permet de mettre en avant des entreprises nationales et des avancées au niveau international. Une manif des membres du gouvernement et une nouvelle technologie pour l'agriculture. Encore une excellente journée hier au salon de l'agriculture. Merci Alexis. Vous revenez tout à l'heure pour le programme de la journée sur le salon. Et comme tous les jours, vous le savez, on vous fait découvrir des animaux dans À travers champs. Alors Adrien, si on doit faire un petit résumé depuis le début de la semaine, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des chiens, des chats, des lapins, un poney hier aussi. Un poney et des brebis aussi. Des brebis, voilà. On a eu énormément d'animaux que vous pouvez découvrir évidemment dans le salon de l'agriculture. Il y a un pavillon réservé spécialement pour ça, le pavillon 1. Et d'ailleurs, dans ce pavillon 1, Mathilde Couvillère-Flornoy est avec nous pour nous faire découvrir un animal, oui, un cochon. Oui, bonjour Raphaël. Alors effectivement, je suis avec Clément qui est éleveur porcin et donc il nous présente le cochon noir de Bigorre. Alors quelle est sa particularité? La particularité, on peut d'abord la remarquer par sa robe entièrement noire. C'est une race d'origine méditerranéenne qui est endémique du Piémont pyrénéen, qui a failli disparaître dans la première moitié du XXe siècle, dû notamment à l'arrivée de l'agriculture un peu plus intensive et productiviste après-guerre. Et donc, c'est une race qui est passée très proche de l'extinction dans les années 80 et qui renaît aujourd'hui depuis une vingtaine d'années pour le plus grand bonheur des consommateurs et pour le nôtre, bien sûr.
Et est-ce que c'est un cochon de pure race? C'est un cochon de pure race, tout à fait. Donc, ce que je vous disais, on est passé proche de l'extinction. Donc, c'est pour ça qu'on a frôlé la correctionnelle dans les années 80. Il ne restait plus que 30 reproducteurs. Aujourd'hui, on est entre 800 et 1000. On est bien structuré. On a une association d'éleveurs qui possède également une société commerciale et on revend la totalité de nos produits. On est quasiment autonome tout au long de notre chaîne d'élevage de production. On est partenaire avec également des salésionnés et charcutiers et on a des équipes de commerciaux qui redistribuent tous nos produits aujourd'hui en France dans la restauration, les boucheries, charcuteries et les épiceries fines notamment. Et est-ce qu'il y a des différences un peu notoires avec le cochon rose qu'on connaît un peu plus? Là, le cochon noir, est-ce qu'il y a des grosses différences? Par exemple, là, je vois qu'il est quand même assez poilu. Est-ce que c'est une des caractéristiques? Oui, tout à fait. C'est une bonne remarque. En fait, il est poilu parce que c'est un animal qui a besoin de vivre dehors. Donc, c'est un moyen de défense. Aujourd'hui, on est en hiver, en février, donc ils ont encore des poils. Si vous les retrouvez cet été, ils en auront beaucoup moins. Et donc, de ce fait, il a un port particulier de ses oreilles qui peut lui permettre aussi de se protéger du soleil, c'est ainsi qu'elle tombe sur ses yeux. On dit qu'il les porte un peu en béret. Donc oui, il a de vraies caractéristiques de finesse de pattes aussi qui indiquent que c'est un animal marcheur parce qu'il se déplace énormément dans des parcours puisqu'on a un cahier des charges très précis à ce niveau-là qui est de 20 porcs à l'hectare. Donc, il a besoin de se déplacer sur les coteaux du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques notamment. Et donc, c'est un cochon marcheur. Ok. Et merci Mathilde Couvillère-Flornois. On vous retrouve un peu plus tard sur le plateau. Merci de nous avoir présenté ce premier animal du jour qui était un cochon. Tout de suite, on a une grande surprise dans un travers-champ. C'est une exclue émergée, tout simplement. Nous sommes avec Noël Jamais. Merci d'être avec nous. Noël, à qui on va passer un micro, évidemment, parce qu'il n'en a pas dans la main. Bonjour Noël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez un look un peu particulier. Oui, il marche, vous inquiétez pas. Oh. Voilà, vous le tenez comme ça et vous parlez. Oui, ça marche. Alors on le voit, vous avez un look un peu particulier, une petite passion peut-être pour les cochons, tellement Oui. une passion que vous la faites avec votre bouche. Est-ce qu'on peut en avoir un extrait s'il vous plaît? Bien sûr. Donc déjà, je me présente, hein, bien sûr, vous l'avez dit, hein, Noël Jamais. Donc je suis originaire de Normandie, hein, exactement de la Manche, un petit village qui s'appelle Hanneville. Donc je suis une dizaine de fois champion de Normandie, 6 fois champion de France à Trie-sur-Bailly dans les Hautes-Pyrénées, dont ils vont refaire depuis 2 ans avec le Covid, mais ils n'ont pas fait le championnat de France. Et ça sera le 2e week-end d'août à Trie-sur-Bailly dans les Hautes-Pyrénées. Et je suis aussi 10 fois champion du monde du cri de cochon, ou ici au Salon Agricole à Paris, le dernier concours que j'ai gagné c'était en 2015, parce que depuis 2016 ils ne le font plus. J'ai gagné 5 ou 6 fois ici au Salon, j'ai gagné 3 fois en Belgique, je l'ai gagné à Dietry-Brie-sur-Mer, je l'ai gagné aussi à la Martinique. Et le prochain, au mois de septembre l'année dernière, j'ai été invité au Danemark, et on va aller faire le championnat du monde cette année, parce que le Tour de France part de là-bas. D'accord, et est-ce qu'on peut voir à quoi ça ressemble un champion du monde? Alors le cri de cochon c'est comme ça, Et après... C'est exceptionnel, merci beaucoup Noël. Après, oui, je pense que ça peut s'applaudir honnêtement au niveau autour du plateau parce que... Que le cri là, mais après moi j'ai mon spectacle où je fais le cochon, tout un spectacle, le cochon qui mange dans l'eau, ou championnat de France, ce que je fais parce que c'est très strict. Hein. Il note sur le costume, il note sur le cochon qui mange dans l'eau, la naissance, l'allaitement, la mort du cochon. Je fais la naissance avec des petits, et les tétines, et puis là j'ai la montée de lait, tout ça, c'est tout un spectacle. Et d'où vous est venue cette passion pour le cri de cochon? Je limitais, mes parents avaient une ferme bien sûr, et donc par chez moi, j'ai commencé à la foire de l'andouille de Vire, c'est quoi de dire, hein, faire l'andouille. Hein. Et donc j'ai atterri là-bas, sans le costume. Les 2 premières années j'étais 4e, ils mélangeaient les enfants et les adultes. Après je suis arrivé ici en 2006 où le costume de toute façon c'est le seul et unique parce que c'est moi qui l'ai fait. On va pas le trouver dans les machins, c'est le seul et unique. Hein, et je suis arrivé là en 2006, j'ai tout collé au double face et après que je l'ai repris à la main. Vous avez vu tout ici, tout ça, tout fait maison. Et ce look justement, vous le portez uniquement sur le salon d'agriculture ou oui. non, mais bon, non. Vous n'avez pas cherché le pain comme ça? Je fais comme toi, je mets un costard. Mais comment on non, s'entraîne, juste pour les foires, des trucs comme ça, voilà. Là, je suis sur le stand de Pierre et Fred pour l'Armagnac. Donc, si vous voulez me trouver, je suis là-bas sur le stand de Pierre et Fred. À partir de midi, je mets mon costume jusqu'à 17h. Voilà. Toute la journée là-bas dans le Gers. On vous retrouve là-bas, Noël Jamais. Adrien, vous avez une question? Comment on s'entraîne à faire le cri de cochon?
Eh ben, des fois, c'est comme disaient certains, je fais rire mes collègues, mais j'ai un don. C'est ce que je voulais dire, j'ai un don. Voilà. Et comment vous êtes rendu compte de ce don? Eh bien, quand j'avais été plus jeune, je m'en vais sur 50, j'ai 55 ans, donc à l'âge de 18 ans, 19 ans, avec des copains, mon copain Dominique, là, eh ben, on faisait toutes sortes de bruits d'animaux, et donc tout le monde m'a dit, quand tu fais le cri de cochon, c'est incroyable. Et puis quand je suis arrivé aussi au salon, la première fois que je suis arrivé au salon, j'avais pris le train de Villedieu les poils, je suis arrivé ici, hop, l'éleveur, hein, oh non, mais on dirait un vrai cochon, c'est incroyable. Puis après, j'ai été voir Noël, dans des fermes. rapprochez bien le micro de votre Oui. bouche qu'on vous entende bien. J'ai été voir après dans des fermes l'éleveur, et puis après, je dis, j'ai amélioré le truc, parce que la première fois, je faisais que le cri de cochon, et après, j'ai monté ma scène, j'ai été le voir comment qu'elle faisait les petits, mais j'essaie de faire tout au réel. Et est-ce Donc, que les vrais voilà. cochons vous reconnaissent? Oui. Ça arrivait, oui. Le cochon, c'est vrai qu'un cochon, c'est propre. Hein. On dit toujours, ils font toujours leurs besoins à la même place. Et bien, j'ai vu une fois, à Ditré près de Saumur, c'était ça. La truie, elle avait ses petits, elle était dans le petit coin là. Moi, j'étais derrière la barrière, j'ai fait le cri, elle s'est levée, elle est venue me voir. C'est incroyable. Et une autre fois aussi, c'est pareil, en Touraine, il y avait 2 cochons pareils, et je l'ai fait au micro. Et là, les cochons, ils écoutent, à ils quoi se sont ça arrêtés, ressemblait ils ont écouté. C'est quoi? Et hop, ils sont partis. Et à quoi il ressemblait ce cri de Noël? Est-ce qu'on peut, pour les gens qui n'étaient pas là, qui viennent d'arriver sur la page Oui. Facebook d'Émerger, montrez-nous à quoi ressemble votre meilleur cri de cochon. On veut le Oui, top du top. Mais là, avant, je vais dire que quand un cochon il allait, un cochon bailleux fait comme ça. Ça veut dire quand il allait, après vous avez le cochon, le bruit normal. Et la mort du cochon, c'est comme ça. Et voilà. D'accord, ben voilà, ça s'applaudit franchement. Voilà, on a énormément de gens autour du plateau. Écoutez, Noël, merci beaucoup d'avoir été Rien. avec nous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le salon de l'agriculture? Et ben là, je suis dans le hall 3, la région du Gers. Le bonheur est dans le pré, où je suis sur le stand de Pierre et Fresne, où on vend de l'armagnac. On me retrouve à partir de midi jusqu'à 17h en tenue de cochon, mais je suis toute la journée là-bas. Toute la semaine jusqu'à samedi soir. Merci Noël, et bien on vous retrouvera là-bas à travers champs, ça continue. Oui. Le temps que Noël quitte le plateau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors messieurs, je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à m'en remettre, c'était L'homme exceptionnel. qui parle à l'oreille des Incroyable. cochons. Fabuleux. Voilà, Vraiment. parce que vous le voyez, nous ne sommes pas seuls autour du plateau avec Adrien Hardy, nous sommes avec Axel Rebaud. Et Adrien, c'est le moment de découvrir la première région d'À travers champs. Après être parti à droite, à gauche, à l'est et à l'ouest finalement, on ressente le débat avec vous, Axel, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous nous faites, Et bonjour, vous nous faites découvrir à présent une région riche en sucre, le centre Val-de-Loire. Alerte enlèvement, je répète, alerte enlèvement. Les plats qui ne font pas prendre 2 kilos en 3 bouchées ont totalement disparu du centre Val-de-Loire. Ils y ont été aperçus pour la dernière fois en 1932, accompagnés d'un individu suspect. Si vous apercevez un repas diététique dans la région centre Val-de-Loire, n'agissez pas seul et contactez les autorités compétentes. Suspect numéro 1 de cet enlèvement, la tarte tatin. On la soupçonne d'être derrière le coup depuis pas mal de temps maintenant. C'est l'une des recettes les plus connues de la région. Une tarte aux pommes caramélisée avec du beurre et du sucre. Bon, autant vous dire qu'elle a exactement le profil qu'on recherche. C'est pas un plat, c'est une mine antipersonnelle pour diabétiques. Autre potentiel ravisseur, des légumes verts, le sucre d'orge de Tours. Le lobby du sucre est puissant, toi, Centre Val-de-Loire. Des bonbons, spécialité culinaire, vraiment. Non mais attends, le sucre d'orge de Tours, c'est une confiserie très ancienne en vérité. Ce sont des petites pastilles translucides de toutes les couleurs aux arômes de vanille ou fleurs de sureau. Le sucre, pour être créé, est cuit dans un chaudron à 140 degrés avant d'être refroidi dans de l'amidon. Nous, on avait des malabars quand on était petits. Au Centre Val-de-Loire, ils ont carrément Sévrus Rogue qui leur prépare leur potion. C'est incroyable. Mais alors, ce qui est marrant avec les spécialités du centre Val-de-Loire, c'est qu'elles sont souvent très anciennes. C'est le cas par exemple du Cotignac d'Orléans, dont il ne reste plus qu'un seul et unique fabricant dans le monde. C'est une gelée inventée au XIVe siècle. Avant, elle était vendue pour régler les problèmes digestifs et maintenant, c'est juste une friandise. C'est un peu comme si dans 600 ans, les Français se goinfraient de Xanax. Non, ça, c'est déjà le cas. Ou alors, par exemple, je veux juste vous en parler, le paix de nonne. Voilà, je voulais juste vous dire, il y a une brioche qui s'appelle le paix de nonne. Je trouve ça c'est génial en fait, c'est fabuleux. Bon allez, moi je vous laisse, faut que j'aille tester mon taux de glucides, je pense. Faites attention à vous, Axel, ou si vous avez du diabète, l'abus du centre Val-de-Loire peut être dangereux pour la santé, mais on sait où aller la prochaine fois qu'on doit amener le dessert chez des amis. Merci beaucoup Adrien Hardy et merci Axel Rebaud pour cette présentation de notre première région.
On n'a pas de jingle, évidemment. C'est moi, c'est moi qui ai bugué. On va commencer à manger des spécialités du centre Val-de-Loire. Et pour ça, qui de mieux pour manger que Allez. Dimitri Hainaut. Bonjour Dimitri. Bonjour Raphaël. Non, évidemment, Jean Vadévan, c'est que Dimitri est un très fin palais. Oui, Et Dimitri, vous n'êtes pas venu seul. je suis pas fâché avec la fourchette et je suis venu avec Monsieur le Président. Attention, on ramène du très beau monde. Nous sommes avec Vincent qui est juste le président de la Fédération des boulangers du centre Val-des-Loire. Attention, on a quand même de l'Indre. Attends, pour parler dans le micro, ce sera peut-être plus efficace. Mettre Voilà. le micro, Parfait, sur merci la bouche. Vincent. Voilà, donc Vincent est venu avec pas mal de produits assez sympathiques. Je confirme ce que Axel vient d'expliquer. Faut pas être diabétique. Clairement, faut pas être diabétique. Et qui de mieux que Vincent pour nous présenter ces produits justement. Avec quoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui, Vincent? Alors je suis venu avec une spécialité, la galette feuilletée à la pomme de terre. On fait un écrasé de pommes de terre qu'on mélange dans la farine. Après on remet du beurre, du sel et de l'eau. Ça fait une masse et on le travaille comme du feuilletage après. Et du coup là, ce sont des petits Et morceaux, ça fait, mais vous avez le gros ça fait des modèle. petits feuilletés voilà. et ça reste très moelleux parce que c'est la pomme de terre qui fait ça. Et vous avez le grand modèle disponible Oui. sur le stand. Là, Oui. on a pris en petite version pour En la petite version pour la l'émission. dégustation. Pour la dégustation, exactement. Je propose Et, si et nous jamais- on mange ça comme ça serait un pain au chocolat pour tout le monde. Voilà. Je propose Axel, vous êtes Mais- à proximité, Avec avec le- l'autorisation de Vincent, de Avec goûter plaisir. On peut ce Ouais, premier allez-y. feuilleté. Très tenté. Alors Faites-vous lequel vous plaisir. voulez que j'essaie en premier du coup? Alors celui-ci. C'est ce qu'on vient de parler de la galette D'accord. feuilletée Voilà. à la pomme de terre. Et ça se mange avec quoi exactement? Tout seul. On mange ça comme en coupe-fin ou une salade le soir. Il y en a qui vont le couper en deux et remettre de la béchamel, du jambon en guise comme croque-monsieur, en apéritif. Et Moi, vous nous on- conseillez de le manger avec quoi? Et Avec tout. tout, Avec tout. n'importe. C'est passe-partout en en tout fait. C'est un, circonstance. c'est un passe-partout, comme si vous mangerez un croissant ou un pain au chocolat. Et à côté, Et C'est moi, délicieux. pour les fêtes de fin d'année, je les coupais légèrement plus grosses que ça, et je mettais des morceaux de boudin, de l'oignon, pour faire l'apéritif avec. voilà, les possibilités sont illimitées. Messieurs, on a tous goûté. Pas encore. Allez-y, Ah. Dimitri. Vous allez voir, c'est très bon. C'est très salé. Ouais. Ça, vraiment, j'ai soif. Mais non, c'est excellent. Vraiment, c'est un vrai gâteau apéritif. Et c'est vraiment très, très bon. Adrien, reprenez parce qu'il faut que, que je Vous finisse avez pas de Non, mâcher. Ça, je comprends un peu le parallèle que vous faites avec le croissant, comme on a aussi un peu partout. C'est vrai que ça se mange comme ça, c'est vraiment de la pâte feuilletée, il y a Oui, de on l'air à mange. l'intérieur. Franchement, Ouais. c'est très coupe-fin. C'est vraiment génial pour ça. C'est très dangereux parce que c'est très léger. Oui. Oui, ça se mange tout seul. Vous êtes Exactement. venu avec ça, mais vous avez aussi ramené un autre produit juste à côté. Alors, un produit que les bouchers charcutiers font, et puis nous aussi en boulangerie, c'est le pâté berrichon, que dans certaines régions qui reprennent après au moment de Pâques, qu'on appelle le pâté de Pâques aussi. Et nous, dans le Berry, on le fait toute l'année. Alors, c'est de la farce de porc. Il y en a certains qui mettent du veau dedans, avec des œufs durs à l'intérieur. D'accord. C'est venu il y a très longtemps, c'est quand les anciens, ils avaient trop de production d'œufs, et puis au moment qu'ils tuaient le cochon, ils faisaient des pâtés comme ça, c'est venu comme ça. Rien ne se perd, Voilà. tout s'utilise. Et ça se mange autant chaud que froid, avec une salade le soir, c'est très bien. Ça passe aussi. Axel, on sent que vous êtes Avec en train un de petit, récupérer le plateau. Alors, avec on va un vous petit dire, reuillis blanc, ça passe Voilà. très bien À avec. consommer avec modération évidemment, Voilà. mais on comprend le message, ça peut toujours être efficace. Voilà. Axel, allez-y, C'est vrai que là, goûtez je en suis premier. juste à côté et en plus j'ai l'odeur, donc vraiment très envie de goûter ça. Alors attention. Alors la Attention. question un peu d'initié pourrait dire que ça ressemble énormément à du pâté en croûte. Oui, Il y a quand même un petit lien ou absolument aucun. c'est un dérivé, on va dire. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut résoudre le débat c'est Un débat en perfectionné. France. Il y a Ça le va débat arriver. pain au chocolat, chocolatine. Et il y a un autre débat, pâté en croûte et pâté croûte. On est dans quelle équipe pour Vincent Pâté en croûte ou pâté croûte On va goûter. Pâté à la viande. Voilà. Donc Vincent représente la Suisse. Le compromis. Exactement. Donc voilà, tout le monde est en train de déguster. C'est très très bon. Sauf vous, Dimitri. Non, Peut-être sauf vous- moi. Sauf moi. On vous J'observe de l'envoie. loin. J'observe de loin. Hop là. Livraison express. Plus efficace que Deliveroo. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Vincent. Mais Est-ce qu'on on a retrouve aussi une spécialité qu'on a mis au point avec les apprentis boulangers du CFA de Châteauroux. On a créé le Brénou. C'est un sandwich pour les promeneurs dans le parc naturel de la Brenne, qui est immense dans le département de l'Arne.
Et c'est avec une baguette de tradition, du Pouligny Saint-Pierre frais avec aneth, citron et fines herbes, des filets de carpe pêchés dans les étangs de la Brenne et tomates dessus. Toutes ces spécialités, on les retrouve sur votre stand. Quel est votre stand dans ce salon, Vincent? Alors je suis sur le stand de Anne Rambéry. Au pavillon 3, c'est bien ça? Voilà. Parfait, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Dimitri Hainaut également. Et bien voilà, c'était le premier repas de la journée. Il est exactement 10h21 sur MRG. Si on m'avait dit que je mangerais du pâté croûte, ce serait exceptionnel. Mais bon, vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube d'MRG. Tous les contenus, tout ce qu'on a pu manger dès 10h du matin sont disponibles. Adrien Hardy, vous avez vraiment testé de tout. Vous avez eu droit à de l'andouille, à de l'huître. L'huître, c'était assez spécial à 10h20. Je vous avoue que j'ai encore les restes là. C'est un peu un petit traumatisme. Voilà, tout ça, vous pouvez le retrouver évidemment dans les épisodes d'À travers champs qui sont disponibles sur la chaîne YouTube, qui sont mis en ligne d'ailleurs tous les soirs et tous les lendemains d'épisodes. Adrien Hardy, avant de retrouver Alban Gamay de Saint-Germain qui... on peut retrouver Alban Gamay de Saint-Germain. Alban, vous baladez, vous continuez. De toute façon, là, vous êtes sur un marathon. Où est-ce que vous êtes? Je suis Raphaël et Adrien, je suis au pavillon 6, le pavillon des équins et des asins. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, les équins, c'est ce qui concerne les équidés, les chevaux et tout, et les asins, c'est les ânes et les ânesses. Et derrière moi, voilà, vous avez peut-être entendu, derrière moi, j'ai Ubu de Belugo qui est en train de prendre son petit déjeuner. Alban, voilà, on n'a pas le bon son, vous êtes avec le son du téléphone, donc on vous entend très mal. On va vous retrouver très rapidement. Avant ça, Adrien, je vous propose de parler tranquillement du salon de l'agriculture. Si voilà, Alban, on va vous retrouver très rapidement. Ne vous inquiétez pas, on va revenir, Alban. Il n'y a pas de souci. Juste, on a des petits soucis techniques de son. Adrien, parlons un peu du salon de l'agriculture. C'est la 58e édition et elle est placée évidemment sous le signe des retrouvailles et du partage. Parce que l'année dernière, il n'y avait forcément... Il n'y a malheureusement pas eu de salon de l'agriculture parce que, comme vous le savez, à cause de la crise sanitaire, l'événement n'a pas pu avoir lieu. Et en plus, l'année d'avant, donc en 2020, le salon de l'agriculture a dû se fermer 24 heures avant parce que le gouvernement avait mis en place des restrictions où 5000 personnes uniquement étaient acceptées dans des endroits clos. Du coup, le salon de l'agriculture a dû être obligé de fermer la 57e édition. Mais cette année, heureusement pour nous, on est de retour. Et c'est du 26 février au 6 mars, donc rendez-vous jusqu'au 6 mars, tous les matins, de 9h à 19h. Où ça, Adrien? Au salon de l'agriculture, à Port de Versailles, évidemment. Voilà, vous savez où vous rendre. Mais, Adrien, on va parler... Ça fait 5 jours qu'on est maintenant sur le salon. Nous, on est là depuis le début. Et on le voit un peu partout sur les stands, dans tous les pavillons. Les gens sont heureux de se retrouver. Et voilà, il y a un vrai plaisir, autant sur le visage des visiteurs. D'ailleurs, en parlant de retrouvailles, on va retrouver Alban Gamay de Saint-Germain. Alban, est-ce que le son est meilleur? Moi, je vous entends très bien, en fait. C'est ça le souci. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Alors, je pense que c'est un peu mieux, oui. C'est bon, allez-y. C'est un peu mieux. Bon, on va essayer de s'en sortir. Donc, je vous le disais, j'étais au pavillon 6. Je suis toujours, d'ailleurs. J'étais avec Ubu de Belugo, un cheval de Camargue, une belle bête de 500 kilos qui va fêter d'ailleurs ses 14 ans d'ici quelques jours, le 27 mars précisément. Derrière nous, si Alexis vous montre, vous avez la carrière. La carrière, alors on ne va pas trop s'avancer parce que le problème c'est que si vous ne m'entendez pas bien, je pense que là-bas ça sera encore pire. Donc voilà, là-bas la carrière de chevaux où se déroule en ce moment même un concours justement où les bêtes sont présentées. Et regardez, pour les plus petits, parce que bon, ça concerne les grands et les petits, mais si les petits ils veulent faire un peu une initiation au poney, voilà, vous en avez ici. Vous avez des petits poneys, ça va faire plaisir à Dimitri, je sens. Dimitri qui adore justement les poneys, voilà. Donc vous pouvez venir au pavillon 6 avec vos petits tout simplement pour leur proposer une initiation au poney. C'est gratuit. C'est aussi ça, le salon de l'agriculture. Montez dessus, Alban. Comment? Montez sur un poney, Alban, on veut vous voir. Alors, monter sur un poney. Alors, moi, à la différence de Dimitri, messieurs, je n'ai pas peur des poneys, mais la différence, c'est que je pense que le poney va pas forcément kiffer m'avoir sur lui. Parce que voilà, ils sont quand même petits déjà, ils m'arrivent quasiment aux hanches. Mais regardez, il est tout mignon, il est là. Voilà, il attend gentiment.
Non, Vous pouvez le je suis caresser? pas sûr qu'on puisse. Après, on peut aller s'avancer, on va essayer de voir. Alors, on tombe forcément au moment où il n'y a plus personne qui est en train de s'initier au poney. On va s'approcher, on va voir. Ah, regardez. Voilà. C'est Rififi, voilà, c'est Rififi. Rififi. Et petite question, je peux pas monter dessus, je suis trop grand. Oui. Il faudrait être encore plus grand pour pas peser. Comme ça, quand vous parlez. D'accord, il faudrait que je sois encore plus grand pour pas peser sur son dos. Donc on va éviter de. On va Rififi qui est content de nous voir. Il a quel âge Rififi? Je pense qu'il a une quinzaine d'années. Il a une quinzaine d'années. Je vais lui donner des carottes. Ah bah regardez, je vais lui donner des carottes en direct. Allez Rififi, régale-toi. Oh la vache. Bon, Rififi, il avait faim ce matin. Alban, on va vous laisser déguster avec le poney. Vous vous régalez, on vous retrouve tout à l'heure, ça vous va? Bah, ça me va très bien. J'allais me laver les mains. Parfait, merci beaucoup. À tout à l'heure, Alban. Voilà, Alban qui continue à se balader un peu partout dans les allées du salon et à se faire manger la main par des poneys parce que il faut le savoir, on a une équipe où rien ne va. Dimitri Hainaut a peur des poneys. Alban Gamay de Saint-Germain les adore, donc voilà, mange avec les poneys. Adrien, on continue à découvrir la belle région du centre Val-de-Loire et on est avec Bastien Cochet. Bonjour Bastien. Rebonjour, rebonjour Raphaël, rebonjour Adrien. Bastien, vous êtes venu avec Christelle Alfaya. Bonjour. Bonjour. Je prononce bien le nom de famille? Parfait. Parfait, je suis bon. Vous êtes une entrepreneuse dont la brasserie se situe au cœur de l'Indre et Loire. C'est la brasserie de l'Aurore et vous n'êtes pas venu les mains vides évidemment. Non. Bastien, d'où vient exactement cette brasserie? Est-ce qu'on vous l'a dit? Alors, j'ai oublié le nom exact de la commune. Je sais que c'est entre Tours et Loches. C'est à peu près là. Mais en tout cas, vous nous avez ramené de beaux produits. Est-ce que déjà, vous pouvez nous dire, je vois qu'il y a une blonde, donc on l'aura compris, la brasserie de l'Aurore, c'est de la bière. Et vous nous avez ramené une blonde, une brune et la dernière, c'est... Alors, on a rapporté nos bières médaillées, puisque nous avons eu 3 médailles cette année. Donc, notre bière brune sur notre marque Turon, marque premium, notre blonde, et celle-ci, c'est une bière travaillée avec du rhum arrangé. Rhum arrangé. On en voit pas mal dans le salon des bières au rhum. C'est une tendance, visiblement, cette année. Pourquoi vous avez décidé de faire une bière avec du rhum dedans, vous ? Parce qu'on a un très bon producteur de rhum arrangé sur notre territoire, qui est juste à côté d'Amboise. Et puis pourquoi pas créer de nouveaux styles, pourquoi pas inventer et proposer d'autres choses à nos consommateurs qu'une bière blonde, une bière brune, une bière en vrai. Je pense que le consommateur a besoin de découvrir de nouveaux produits, de nouvelles choses, de nouveaux goûts, de nouveaux styles. Alors, la brasserie de l'Aurore, c'est une brasserie qui existe depuis combien de temps ? 13 ans. 13 ans, c'est vous-même qui l'avez créée ? C'est ça, on l'a créé avec mon mari en 2009. En fait, depuis 15 ans, brassé en amateur. J'avoue, au début, pas toujours des choses très très bonnes. Et puis on a décidé de se lancer. Donc, mon mari a suivi la formation de l'Université de La Rochelle et s'est lancé en 2009. Mais alors, comment ça se passe, la brasserie en amateur quel est le matériel? J'imagine, après, vous avez investi dans du matériel, ça s'est professionnalisé. Mais en amateur, comment est-ce qu'on fait sa bière soi-même? En amateur, en fait, il y a 28 ans, on a reçu un kit à brasser qui arrivait de Belgique, ce qui était improbable à l'époque parce qu'on ne trouvait pas de kit à brasser. Et c'est là où on se lance chez soi avec sa petite cocotte minute, avec ses petits fermenteurs 10-20 litres. Voilà. Et il y avait une passion de la bière déjà depuis très longtemps dans votre famille? Dans la famille, oui, mais mon mari avait une belle passion pour la bière. Et alors, dans votre gamme, à la brasserie de l'Aurore, là on en a une petite partie, j'imagine. C'est quoi les best-sellers chez vous? Alors, quelles que soient les brasseries, les best-sellers seront toujours une bière blonde. Je dirais un peu, c'est comme pour votre boulanger ou votre best-seller, ça va être la baguette et le croissant beurre. Dans une brasserie, ça sera une bière blonde, quel que soit le style, parce qu'à une couleur, il faut aussi associer un style. Donc voilà, c'est toujours les plus gros mouvements sont sur une bière blonde. Notre deuxième best-seller, c'est la bière ambrée. Et maintenant, on a ces nouveaux produits. Sachant que par contre, la bière au rhum est une bière éphémère où on change les recettes, comme la Metallica qui est une Irish Stout ou comme les Golden Ladies et Golden Men qui sont des bières travaillées avec du vin. Parce qu'on dit toujours qu'on est un terroir de vin et je voulais montrer qu'on pouvait associer bière et vin et qu'on était aussi un terroir de brasserie. Donc vous changez régulièrement, c'est par saison ou vous changez C'est ça, bière par saison, tout à fait, oui. Vous nous avez apporté des bières médaillées. Comment ça se passe un concours pour savoir quelle est la meilleure bière?
Ah, c'est secret. Beaucoup d'argent sous la table. Jamais. Non, mais Jamais, dites bien donc. sûr. Non, le concours général agricole, en fait, vous postulez pour une catégorie et après, sur nos tables, donc, on a un cahier des charges très très strict que l'on doit suivre pour savoir si, par rapport à ce thème, votre produit est bien travaillé ou pas. On n'est vraiment pas là pour savoir si j'aime ou j'aime pas. Ça, c'est un autre sujet. On est là pour savoir si le produit que l'on met en jury est bien travaillé. Et ça, c'est le principal. C'est un concours différent en fonction de si la bière est ambrée, brune, blanche, etc. Effectivement, inférieur à 6 degrés, enfin 6% d'alcool, supérieur, fermentation haute, fermentation basse. Il y a énormément de catégories. Donc voilà. Et alors qu'on se fasse une petite idée, aujourd'hui la brasserie L'Aurore, ça emploie combien de personnes? C'est une entreprise qui se développe en ce moment, ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne très très bien, on n'a pas de difficulté. J'avoue, on a un peu suspendu là actuellement les emplois, puisque le monde brassicole a énormément souffert du Covid. Il ne faut pas oublier que ce soit en 2020 ou 2021, la perte de chiffre d'affaires était entre 50 et 80% pour le monde brassicole. Hélas, pas de festival, pas de salon, CHR fermé, voilà. Donc, gros moment difficile et là, j'avoue, le conflit en Ukraine nous inquiète énormément, surtout pour la filière. Oui, parce qu'il y a le prix du blé, tous les céréales qui sont impactés. C'est ça. Vous avez dû développer, je suis allé sur votre site internet, Oui, il y a la vente en ligne aussi qui a dû bien fonctionner pendant le confinement? Ça va, j'avoue que pendant le confinement, les consommateurs ont vraiment joué le jeu, de la vente en ligne, de la livraison à domicile, c'était vraiment super. Je pense que les consommateurs ont joué le jeu du locavore et ont redécouvert des produits de proximité, rejouent le jeu de la proximité et des circuits courts, c'est ça le plus important. Merci beaucoup Christelle, où est-ce qu'on vous retrouve sur le salon? Alors, Hall 3, Hall de la gastronomie, à l'ECA, stand 116. Je vous remercie sincèrement d'être Merci à venu vous. et évidemment merci à vous Bastien de nous avoir présenté ce premier produit. Messieurs, j'espère que vous êtes prêts parce que là il va falloir courir très rapidement. Et oui, si vous avez dû courir, Bastien et Adrien, c'est parce que vous venez de quitter le plateau. Vous êtes juste à côté, vous n'avez pas fait un très long trajet. Alors messieurs, Adrien, expliquez-nous, que va-t-il se passer? On nous demande de plus en plus de changer nos façons de produire de la nourriture et d'être plus respectueux de l'environnement. Il y a une entreprise qui a bien compris le message, c'est Nextalim et Bastien Cochet, et on est avec son directeur Jean-Bernard Escouffier pour comprendre comment ça marche. Et oui, je suis avec Jean-Bernard. Moi je me suis téléporté, vous avez couru, moi je me suis téléporté jusqu'ici, très loin. Jean-Bernard Escouffier de Nextalim qui a un but, c'est produire des insectes pour pouvoir nourrir les bêtes, c'est ça? Absolument, absolument. Et alors, on entend souvent parler de la mode de manger des criquets, ce genre de choses pour les humains, mais là, c'est vraiment entièrement dédié aux animaux, à l'élevage. Oui, absolument. Je crois que dans un premier temps, cette filière insecte qui a une dizaine d'années maintenant aujourd'hui en France et qui est en train de se développer, l'objectif, c'est vraiment de trouver des solutions avec une protéine qui soit de bonne qualité et qui puisse être produite en respectant l'environnement, de façon à se substituer à d'autres sources de protéines qui sont peut-être produites avec moins de soucis pour la planète. Alors, moi la première question que j'ai, c'est que là on a une grosse boîte jaune énorme à l'intérieur. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image, mais à l'intérieur, vous avez des centaines et des milliers peut-être même de petites bestioles. Qu'est-ce que c'est, monsieur Escouffier ? Alors, nous avons ici apporté sur le Salon de l'Agriculture pour quelque chose d'assez visuel. C'est une enceinte dans laquelle se passe la reproduction d'une espèce de mouche qui est la mouche soldat noir. Donc cette mouche soldat noir, la particularité de cette mouche, c'est que sa larve est particulièrement vorace et elle est particulièrement adaptée à l'élevage industriel parce qu'elle va grossir très vite. Donc elle va prendre du poids très très vite, la larve de cette mouche. Et nous, notre métier aujourd'hui, dans cette filière naissante, c'est de faire naître des insectes, c'est de faire naître des larves à partir de ces mouches adultes. Et donc nous faisons naître des petites larves que nous vendons à d'autres acteurs qui, eux, vont les engraisser. C'est-à-dire qu'on s'est spécialisé un peu comme un naisseur dans cette filière qui se structure, qui est en train de grandir. On s'est spécialisé comme un naisseur et donc aujourd'hui, nous vendons des petites larves qui ressemblent un peu à ça. Voilà. Donc ça, c'est cette chose-là, mais plus petit. Ce sont les bébés finalement de ces mouches, mâles et femelles, qui se reproduisent dans ces enceintes de reproduction, qui viennent pondre sur un dispositif de ponte développé par notre société, par Nextalim. Et on va récolter les œufs, les faire éclore,
vont en sortir des petites larves comme celle-ci. Voilà. Et ce sont ces petites larves qu'on va vendre, nous, à des acteurs qui vont les engraisser, les faire grossir et ensuite les transformer en protéines d'insectes. Et comment vous les récoltez, ces œufs ? Alors, nous avons un dispositif spécifique, hein, ici, à côté de nos enceintes de reproduction. Si vous permettez, je me baisse pour vous montrer. Voilà. Donc, on a, qui est connecté à l'espace de reproduction, un pondoir de la fabrication de Nextalim. C'est quelque chose qui a été développé depuis 8 ans de R&D. Et ce pondoir, la particularité, c'est qu'on peut récolter les œufs sans avoir à venir perturber la vie des adultes qui sont, des mouches adultes qui sont dans l'espace de reproduction, puisque donc il y a une grille qui sépare l'espace de ponte de l'espace de reproduction. Et donc on peut collecter les œufs en toute autonomie, sans avoir un risque de fuite aussi des animaux. Évidemment, c'est important, et pour pouvoir récolter la totalité des œufs qui sont pondus par les femelles. Alors, un insecte comme ça, Dernière question, Bastien. Combien de larves en combien de temps? Alors, une femelle va pondre entre 800 et 1200 œufs par ponte. Ces œufs-là, on va les faire éclore. Donc, il y a un taux d'éclosion. Tous n'ont pas été forcément fertilisés par un mâle. Donc, on va les faire éclore et récupérer les petites larves qu'on va ensuite vendre à nos clients. Jusqu'à 1200 œufs, mais en combien de temps du coup? Tous les combien, la ponte? La femelle, elle a une vie pendant 2 semaines. Elle va vivre sa vie d'adulte pendant 2 semaines. Et en fait, c'est la première semaine principalement où il y a le plus de ponte, où la femelle va pondre jusqu'à 2, 3, 4 fois. Et c'est cette ponte-là qu'on va récupérer dans nos process de façon quasi automatisée aujourd'hui sur notre démonstrateur industriel à Poitiers, qui nous permet donc de produire en grande quantité des jeunes larves qu'on destine à nos clients engraisseurs. Alors, il y a un troisième objet. Bastien, on va devoir y aller. Alors, simplement histoire de montrer cette petite poudre, c'est le produit final. Bastien. Tout à fait, ça c'est le produit final de cette filière. On va faire rapidement, s'il vous plaît, Bastien. Au moins, on aura juste vu le produit final. Voilà, vous pouvez voir la protéine. Une fois que c'est fini, c'est ici. Donc, la larve, après, ça grandit et la protéine. Merci beaucoup, Bastien. Voilà, Bastien qui est Merci un de nous avoir spécialiste. présenté ces larves et les protéines et tous vos produits. Et je vous propose, Raphaël, de retourner en plateau pour aborder une nouvelle région. Merci, Adrien. Merci, Bastien. Oui, Adrien, revenez tout de suite. Dépêchez-vous. Oui, alors voilà, Adrien, vous êtes revenu. On va évidemment bientôt aborder une nouvelle région. En fait, c'est Axel, vous le savez, vous avez l'habitude, c'est Axel Rebaud qui va faire le zoom sur cette nouvelle région. Sauf qu'Axel tenait la caméra dans cette, dans cette chronique de Bastien ça, sur comment ça marche. Comment ça marche. Alors on va lui donner voilà, un micro. Voilà, Axel. Voilà. Le sprint a fait du bien, ça fait du bien encore. Adrien, je vous laisse introduire Axel Rebaud et la nouvelle région. On va voyager un peu plus que tout à l'heure. Maintenant, Axel, vous nous emmenez prendre l'air dans une région très lointaine, et puisque c'est à plus de 8000 km de Paris, direction Mayotte. Ladies and gentlemen, this is your pilot speaking. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord qui vous parle actuellement. La température extérieure est présentement de beaucoup plus de degrés qu'à Paris Celsius. Merci d'attendre l'arrêt complet de l'appareil avant d'enlever vos ceintures. Merci. À votre descente de l'avion, vous seront proposés un matsitza, un riz cuit avec du lait de coco, aliment de base des grands buffets de Mayotte. Pour les braves qui n'ont pas peur d'un plat de bonhomme qui arrache bien sa maman comme il faut, nous vous proposons de tester le traditionnel kakamoku, une soupe de poisson mijotée dans de l'ail et du bon gros piment local. En vous promenant dans la rue, vous tomberez, à n'en pas douter, sur les mama brochetti, élément incontournable de la vie mahoraise. Ces femmes en habit traditionnel feront griller vos brochettes directement dans la rue sur leur barbecue installé là pour la journée. Profitez-en parce qu'elles sont là tous les jours et c'est vraiment délicieux. Finalement, Mayotte, c'est très loin, mais on n'est pas si dépaysé que ça. On a même une recette qui est très similaire à la paella. Ouais, tout à fait, Adrien, mon fidèle copilote. Par contre, c'est la dernière fois que vous parlez en même temps que le commandant de bord. Hein. Mais bon, ça va aller pour cette fois, puisque vous parlez d'un plat qui me donne le plus envie jusque-là, c'est le piloa. Alors oui, hein, matsitza, kakamoku, piloa, on dirait des noms de Pokémon, je sais pas. Pilao, petite différence. À la différence que ces plats, bon, contrairement au Pokémon, où là je sais que c'est délicieux. Le pilao, donc un autre plat à base de riz, mais pas de lait de coco cette fois. Non, on a du bœuf, on a du poulet cuit dans une sauce de safran, oignons, tomates, du girofle pour relever un peu le tout, un soupçon de cannelle et allez, un peu de piment, pourquoi pas, parce que moi, en vrai, moi j'aime ça. J'adore ça, je vais pas m'en plaindre. Comme disait presque Chirac, c'est loin, mais c'est bon.
L'appareil est à présent à l'arrêt. Merci d'avoir choisi Axel et Adrien Airlines. Et en vous souhaitant un bon séjour à Mayotte et bon appétit. Merci messieurs, c'est vraiment une compagnie que je prendrai, mais pas tout de suite. On va prendre un peu de temps. Non, on va goûter de la vraie nourriture parce que Mayotte a évidemment plusieurs spécialités gastronomiques. Mathilde, vous nous avez rejoint, vous vous baladez depuis ce matin et vous n'êtes pas venu les mains vides et pas seul. Mathilde, qu'est-ce qu'on va déguster ? Alors, on est avec Chadouli, qui est président de l'association Saveurs et Senteurs de Mayotte, qui nous a apporté plein de petits produits locaux. Avec quoi vous êtes venu, Chadouli ? Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs. Et donc, je suis venu avec beaucoup de produits comme vous l'avez précisé. Et que je suis venu avec du café, du poivre, et huile essentielle, de cannelle en poudre, de la vanille, du coco, que vous avez parlé du plat au coco. Voilà, j'ai amené du coco également. J'ai amené du lait de coco également. Voilà. Et donc, j'ai appris quand je vous ai vu tout à l'heure que vous avez gagné la médaille d'argent pour votre vanille. Oui, félicitations déjà. Oui, merci beaucoup. Parce que on a gagné une médaille d'argent de la vanille. Parce que c'est une victoire de l'association de tous les producteurs de Mayotte, parce que c'est la vanille. L'association, il récolte la vanille de tous les producteurs et la transforme. Donc on a eu cette médaille grâce à tous les producteurs. Donc j'ai dédié ça à tous les producteurs, cette médaille. Et justement, vous pouvez nous expliquer comment on récolte la vanille ? Non, avant de commencer, il faut le planter. Oui, c'est vrai. On peut pas récolter. Donc la plantation, déjà, il faut choisir la liane. Des bonnes lianes qui fait à peu près 1 mètre, 1,50 m. Ah oui, c'est beaucoup plus gros que là, ce qu'on a. Voilà. Et il faut choisir des belles lianes. Et ensuite, il faut le planter et l'attacher avec l'arbre. Il faut avoir des tuteurs. Ensuite, parce que le liane, il faut qu'il a des racines. Il faut qu'il cramponne avec les racines et qu'il monte. Voilà. D'accord. Donc, il faut avoir du soleil, et de l'ombre, c'est 50-50. Il faut du soleil et même de l'ombre, mais pas trop exposé au soleil, ni trop à l'ombre. Donc il faut 50-50. Et ensuite, il faut l'entretenir, il faut le toucher dès le départ. Hein. Il aime la touche, et comme on l'entretient comme une femme. Voilà, il faut l'entretenir. Vous avez parlé de production de café tout à l'heure. Comment vous en cultivez ? Non, il faut déjà faire des pépinières. Les grains, il faut le pépinière. Une fois qu'il est à peu près à cette hauteur-là, après il faut le planter. Mais ça met 3 ans, 3-4 ans pour produire. Après voilà, ensuite, une fois qu'il fait la fleur, il faut attendre 3 à 9 mois avant la récolte. Et toutes ces épices, on peut les retrouver dans des plats locaux, c'est ça? Oui, tout à fait. Toutes les épices, ça, vous le trouvez dans les plats locaux et n'importe quel plat. Vous préférez, soit plat salé ou sucré ou dessert, on peut utiliser tous ces produits-là. Merci beaucoup Chadouli d'être venu présenter vos produits. Où est-ce qu'on vous retrouve dans ce salon de l'agriculture? On les retrouve dans le hall 5. Parfait. Et un stand en particulier ou non? Un stand de Mayotte. D'accord, ça marche, mais on viendra vous voir. Merci beaucoup. Et merci à vous Mathilde aussi. Merci. Oui. Voilà, on vient de voyager à Mayotte. C'était rapide. Je vous assure par contre, je ne prendrai jamais votre airline avec Axel Rebo. Pour le coup, ça coûtait un petit peu moins cher que l'avion là. Oui, peut-être. Enfin, on est quand même resté beaucoup à la porte de Versailles parce que oui, je vous le rappelle, nous sommes au Salon international de l'agriculture, le 58e du nom et c'est le grand retour et c'est une grande première aussi sur Émerger. Voilà, je vous le rappelle, vous nous suivez sûrement depuis ce matin sur la page Facebook d'Émerger, la chaîne YouTube d'Émerger aussi, la chaîne YouTube de Power Boost. On est partout, c'est vraiment impressionnant et on va aller retrouver un autre membre de notre équipe. Dimitri. Oui, voilà, exactement, Dimitri Hainaut. Il était en plateau tout à l'heure pour manger du pâté en croûte. Dimitri, cette fois, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, écoutez, Raphaël, cette fois-ci, j'ai quitté le plateau, on s'est baladé. Donc, on est avec Alexis dans un autre pavillon que le nôtre. On n'est pas au pavillon 4, on est au pavillon 2.1. Alors, oui, 2.1, c'est exactement ça. C'est le pavillon pour tout ce qui est concours général pour les chiens et les chats. Alors, on en a déjà eu sur le plateau, mais là, cette fois-ci, vous regardez, bon, il y en a quelques-uns autour de nous. On a
mal d'espèces différentes. On a beaucoup quand même quand on voit le nombre de cages. Ils sont tous réunis ici et ils restent là pendant quelques jours, le temps de participer au concours qui a eu en ce moment même d'ailleurs. Là, on voit les champions en train de se reposer avant de pouvoir participer. Voilà, donc ils sont tous dans leur cage, ils sont tous évidemment, on pourrait croire qu'ils ne sont pas dans des conditions optimales, mais si c'est le cas, ils sont tous extrêmement bien traités parce que la petite particularité des chiens et des chats au salon de l'agriculture, c'est que ce sont quasiment les seuls animaux qui restent maximum entre 24 et 48 heures sur place. Après, ils partent et ce sont d'autres espèces qui viennent, d'autres animaux qui les remplacent. Donc voilà, on peut croire que c'est pas exceptionnel comme situation et pourtant si. Voilà, donc on fait vraiment attention au soin animal ici, on fait vraiment extrêmement attention à ça. Donc du coup, vous voyez, on a énormément de chiens. Alors tous dans leur cage. Alors après, on a aussi des modèles un peu plus. Enfin, on va zigzaguer entre les visiteurs. Voilà, il y a des modèles un peu plus importants, un peu plus impressionnants. On est devant un lévrier irlandais qui est en train de se reposer avant le concours. Voilà, on ne va pas le déranger plus. Encore un autre qui est lui aussi lévrier irlandais qui lui aussi est en train de faire une petite sieste. Il y en a deux qui sont tous les deux réveillés. Dimitri, la connexion est un peu mauvaise depuis le plateau. Voilà, vous l'avez dit, vous êtes dans un pavillon où il y a, voilà, on le voit à l'image, beaucoup de chiens et de chats. Mais malheureusement, on vous entend très très mal. Mais on va retrouver évidemment Dimitri qui aura réglé ces quelques soucis de connexion dans un instant. Je vous le rappelle, nous sommes sur le plateau de TV Agri et sur le stand Yara, le stand 47 allée D. Pour cette édition 2022 du Salon de l'Agriculture, c'est le grand retour. Dans un instant, normalement, Alban Gamay de Saint-Germain devrait arriver. Il ne devrait pas tarder, je ne sais pas encore où il est. Avant, je vous propose peut-être de connaître le thème de ce salon cette année. Bah, donc, c'est l'agriculture, notre quotidien, votre avenir tout simplement. Et il y a aussi la 131e édition du concours général agricole qui se passe au pavillon 7.2 que vous pouvez retrouver. Et il va récompenser richesse et diversité des goûts en 5 catégories: animaux, vins, produits, jeunes professionnels et les pratiques agroécologiques. Et on a aussi un prix d'excellence décerné aux producteurs. Qu'est-ce que c'est ce prix d'excellence, Adrien ? Le prix d'excellence, déjà, il sert pour l'excellence des résultats qu'ils ont obtenus lors des 3 dernières sessions du concours général agricole. Donc en fait, c'est comme un prix d'honneur, c'est comme le César d'honneur finalement. Oui, et il y a aussi un concours général agricole, c'est la 131e édition. Alors Adrien, comment ça marche ? Parce que moi, on essaie de me l'expliquer depuis 3 jours, j'y comprends rien. Est-ce que vous avez le fin mot de l'histoire ? Alors, j'en sais pas énormément plus que vous, mais je vais essayer de vous expliquer. Il me semble qu'il y a 5 catégories, donc c'est un concours qui se passe en 5 étapes. Il y a une catégorie pour les animaux, où en fait c'est un concours à chaque fois, un concours un animal, un concours un vin, un concours différents produits, un concours un jeune professionnel et un concours pour les pratiques. Merci beaucoup pour l'explication, Adrien. Voilà, je vais vous rappeler évidemment que c'est le grand thème de ce salon de l'agriculture, ce sont les retrouvailles, mais évidemment des retrouvailles qui se font d'une certaine façon. Évidemment, il y a un protocole sanitaire très strict qui est mis en place. Il y a le pass vaccinal qui est demandé. On a de la chance, depuis 2 jours, on a pu enfin tomber les masques. Et puis, on a pu tomber les masques. Nous, on est sur le plateau, on ne les avait pas depuis 3 jours. On avait une dérogation. On était évidemment testés chaque jour. Là, aujourd'hui, les masques ne sont plus obligatoires. Et attendez, parce que voilà, on va élargir un peu la caméra. Alban Gamay de Saint-Germain vient de me rejoindre sur le plateau. Alban court, Alban a chaud. C'est Merci compliqué. beaucoup. Je pensais qu'on m'avait donné le meilleur boulot. Finalement, c'est un peu de sport quand même. Non, ça va. Vous inquiétez pas, il se plaint pas, il est extrêmement bien payé. Alban, bonjour, parce que c'est vrai qu'on vous a pas encore vu sur le plateau. Mais bonjour, messieurs, ça va bien ? Ça va Merci, vous merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas venu tout seul, évidemment. Et non. On a mangé avant que vous arriviez, on va pas vous mentir, on a beaucoup mangé. Et avec un bon repas, évidemment, il faut une bonne boisson. Et c'est pour ça que vous êtes là, Alban, pour nous présenter une boisson spéciale Mayotte. Eh oui, alors c'est pas moi qui vais vous la présenter, c'est Sabrina. Bonjour Sabrina, vous travaillez pour les vergers de Mayotte. Alors tout simplement, depuis combien de temps elle existe cette entreprise ? Et expliquez-nous, parce qu'il y a une petite anecdote, puisque je crois que c'est votre père qui l'a créée. Oui, je travaille pour les vergers de Mayotte. Je suis sa fille, en fait. Mousseline Payette, du coup. Oui. On est en train de faire une reprise d'entreprise là. Du coup, c'est moi qui va passer là. Et du coup, moi, je suis là depuis 2 ans avec lui, mais bon, voilà, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien. Mais oui. Et ça fait combien de temps que vous venez au salon ?
Moi, ça fait peut-être la troisième fois, oui. D'accord, la 3e édition. Ouais, 3e édition. Et donc à chaque fois, vous venez avec vos produits, vos bons produits de Mayotte. Alors présentez-nous ce que vous avez rapporté. Moi, j'ai amené là la confiture de goyave, du baobab et aussi du jus de baobab aussi, puisqu'on travaille aussi avec le baobab. Et ben voilà, le baobab, c'est-à-dire vous récupérez quoi? Parce que le baobab, c'est un arbre. Qu'est-ce que vous récupérez? Vous récupérez l'écorce, la sève? Non, le baobab, c'est un arbre, mais qui fait aussi ses fruits. Ah bah oui. Oui. Du coup, c'est un fruit assez gros, une sorte de grosse cabosse. On casse et puis après, on récupère ce qu'il y a à l'intérieur, une graine entourée de farine. On la dilue dans l'eau et puis à partir de là, on peut faire nos jus, nos pâtes de fruits, nos confitures et voilà. Oui, j'ai vu, vous avez une large gamme de choix, pâtes de fruits. J'ai noté pâtes de piment aussi. Non, pas de pâtes de piment. Ah bon, pourtant j'étais sur un bon site normalement, mais donc jus de fruits frais. Achar, j'ai vu aussi, est-ce que c'est... Oui, ça c'est bon, ok, très bien. Confiture et smoothie. Messieurs, si vous voulez, donc le jus que vous nous avez rapporté, c'est donc du jus de baobab. Oui, du jus de baobab, on peut goûter. On va le montrer bien à la caméra. On peut goûter ou pas? Ah, on peut goûter, oui. Ah, parfait, écoutez, on va goûter. Voilà. Allez-y, la caméra le voit bien, alors, évidemment, j'aimerais... Allez-y, alors, avant de parler. Il faut combien de temps, par exemple, quand vous récupérez donc le fruit du baobab, c'est combien de temps pour obtenir de la récolte jusqu'à la mise en bouteille? De la récolte jusqu'à la mise en bouteille, nous, on fabrique pas, on produit pas vraiment le baobab. On l'achète et ensuite, à partir de là, on le fait sécher sur une période de 1 à 2 journées. Puis après, on peut l'utiliser directement. D'accord, c'est hyper rapide. Et donc, les vergers de Mayotte, votre père, d'où est venue l'idée de cette, finalement, de cette entreprise? L'idée, c'est qu'il aurait voulu en fait... montrer qu'en fait à Mayotte, avec tous les produits qu'on a, on peut faire aussi quelque chose. On peut montrer qu'on veut valoriser en fait tous les produits qu'il y a là-bas et éviter tout ce qui est gaspillage aussi, c'est ça, parce qu'on se retrouve avec quand même pas mal de pertes là-bas. Donc voilà. Vous avez bien raison. Et puis en plus, vous m'avez dit tout à l'heure avant d'arriver que là cette année vous êtes venu les mains pas très chargées, mais que l'année prochaine, là, vous allez venir en force. Oui, on aurait voulu proposer plus de produits. Là, on a amené juste le baobab, mais on fait aussi du carambole passion, du jus de goyave, mangue, ananas, tamarin, enfin voilà. Donc finalement, au lieu d'acheter votre jus de fruits en supermarché, en fait l'idée c'est de vous commander vos jus à vous. Et voilà. C'est exactement ça. On vient de goûter le baobab avec Adrien. Alors c'est la première fois de ma vie, c'est une première. C'est un goût un peu de litchi. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, je suis assez d'accord et c'est pas très sucré. Il y a un petit goût à la fin, un petit arrière-goût assez sympathique et c'est original. C'est la première fois personnellement que je goûte quelque chose comme ça. Alors justement, vous parlez de sucre, c'était ma question. Vous rajoutez du sucre ou pas, ou vous servez que du sucre contenu dans les fruits? Ça dépend des produits, parce que pour le baobab, on va rajouter du sucre. Parce que sinon... C'est un peu trop fade? C'est un peu fade, oui. On rajoute du sucre. Mais après, pour l'ananas, par exemple, comme c'est un produit qui est déjà assez sucré, on rajoute, mais vraiment pas beaucoup. Vraiment très peu. D'ailleurs, on voulait même faire carrément du pur jus. Parce que l'ananas est tellement sucré qu'arrive un moment, on peut faire juste du jus d'ananas pur, sans sucre. Ok, très bien. Voilà, une entreprise, les Vergers de Mayotte, une entreprise créée en 2008. Donc troisième édition pour vous, Sabrina. Ouais. Si vous voulez y aller, messieurs, c'est pavillon 5.1. Le pavillon de toutes les régions. Et quel stand, Alban? Vous avez pas noté le stand, alors le stand, c'est... Le stand, c'est le stand de Mayotte. Oui, le stand de Mayotte. Oui, non, mais voilà, vous essayez de me coller, c'est pas cool de votre part. Raphaël. C'est faux. Vous êtes non, mais de toute manière, vous pouvez pas vous tromper, c'est l'un des premiers stands. Juste derrière la Guadeloupe, vous avez vraiment en gros écrit Mayotte, ça se voit. En plus, vous êtes vraiment sur un gros carré tout autour. Ça sent bon, ça se voit, c'est coloré. C'est délicieux surtout. Merci. Et ouais, jus de baobab très bon. D'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On va repartir. Tout à l'heure, on a essayé d'avoir Dimitri qui n'était pas encore là. Il devrait revenir dans quelques instants. On espère qu'il a réussi à régler ses soucis techniques. Alban, vous étiez en duplex tout à l'heure. Peut-être donner un coup de main à Dimitri pour lui expliquer comment marche la connexion. Peut-être que vous y connaissez. Je suis pas technicien, mais non, honnêtement, en fait, il faut l'expliquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce salon, on a la chance déjà d'avoir un bon dispositif, du matériel
de exceptionnel qualité. même, oui, bien Mais en sûr. fait, ce qui pêche, forcément, c'est la connexion, puisque vous êtes très nombreux à venir à ce salon finalement, et la connexion, bah, forcément, elle empathie un petit peu. Donc c'est pour ça que parfois, vous nous entendez pas très bien. Nous, parfois aussi, on vous entend pas très bien. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit plus depuis 50 ans. On essaie de faire au mieux en tout cas. Exactement. Merci de nous avoir expliqué ça, Alban, parce que oui, vous l'avez dit, il y a de nombreuses personnes qui viennent avant qu'il y ait le Covid, qu'il y ait des jauges, etc. etc. C'était 500 000 visiteurs. En moyenne. parlant de visiteurs, Adrien, je vous propose qu'on rejoigne Dimitri qui a peut-être réglé ses soucis. Vous m'entendez, Raphaël? Oui. Voilà, c'est bien facile de me critiquer quand on est le seul de toute l'équipe à rester assis toute la journée. Alors, du coup, on a résolu le problème. On était dans le pavillon 2.1 tout à l'heure, qui est le seul pavillon en dessous d'un autre pavillon. Donc le réseau est un peu compliqué. Là, on a décidé de sortir avec Alexis, puisque hier, on vous parlait d'un restaurant qui regroupait tous les produits étoilés des dernières éditions du Salon de l'Agriculture. Il y a une deuxième version qui existe, elle est juste derrière moi. C'est le food truck des produits de l'agriculture, du produit du Salon de l'Agriculture, avec les médailles d'argent, d'or et de bronze de l'édition 2020. On a tous les produits disponibles qui étaient médaillés. Alors, on a du burger, on a de la raclette, on a absolument tout. On a même des petites gourmandises avec du chocolat par-dessus. On a de quoi faire. Et c'est pour tous ceux qui veulent manger un peu plus sur le pouce, entre deux visites, entre deux vaches, entre deux cochons. Voilà, donc on peut venir manger ici pour avoir des produits validés par le Salon de l'Agriculture, médaillés. Donc voilà, et en plus de ça, ils sont tous adorables, ils sont tous gentils, c'est parfait. Et l'emplacement est idéal en plus de ça, puisque juste là, c'est l'entrée principale du Salon de l'Agriculture, c'est l'entrée A1, celle par où on passe pour rentrer dans ce beau Salon de l'Agriculture. Et aussi, ils ont pensé pour le confort. On n'est pas obligé de manger debout. Juste derrière, on a des tables, on a des chaises, on a tout ce qu'il faut. Donc si on veut manger et profiter en extérieur quand il fait beau, bon là, il faut prévoir une petite laine parce que il fait un peu frisqué. Mais on peut venir s'installer et déguster tous les produits de l'agriculture qui ont été validés lors des précédentes éditions. Donc voilà, c'est comme le restaurant, mais en food truck. Donc peut-être un petit peu plus convivial et un peu plus facile à trouver, puisqu'on rappelle que le restaurant est au fond du pavillon 4. Là, on est pile devant l'entrée du pavillon 1. Donc c'est un petit peu plus accessible pour tout le monde. Excusez-nous Dimitri, parce que voilà, le son est meilleur. Alors vous avez dit il fait un peu frisqué, est-ce que ça refroidit les gens ou est-ce que les visiteurs sont au rendez-vous aujourd'hui? Et on est mercredi, c'est la journée où globalement les enfants viennent, même si on est en vacances en Ile-de-France. Il y a un petit peu plus de monde. C'est vrai que cette année, l'édition est un petit peu plus timide, forcément, avec la restriction sanitaire, mais il y a quand même du monde. On en a parlé avec tous les producteurs qui viennent sur le plateau, on en parle un petit peu avec eux. Ils nous disent que oui, il y a un peu moins de monde, mais que les gens sont quand même heureux de venir. Ils ont quand même le sourire à chaque fois qu'ils retrouvent les produits, qu'ils retrouvent les producteurs, qui viennent goûter, qui viennent manger et revoir les animaux, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on n'en a pas vu. Donc il y a moins de monde, mais c'est toujours plus. Ils viennent avec un peu plus d'envie, un peu plus de plaisir, et ils en profitent un petit peu plus de leur journée. Et qu'est-ce que vous avez prévu de faire, Dimitri? Voilà, vous vous baladez à l'extérieur, est-ce que vous allez partir autre part? Écoutez, on est juste à côté du pavillon 1, on est juste à côté de Neige qu'on a vu déjà en début de semaine. Là, on va aller voir là-bas parce qu'il y a un petit espace assez sympathique. On va essayer de vous faire visiter parce qu'il n'est pas forcément très accessible. C'est un centre de traite. C'est tout simplement l'endroit où on va traire les vaches. Voilà. Donc toutes celles qui sont présentes au salon de l'agriculture normalement vont y passer. Donc on va voir avec l'organisation si on peut faire un petit coucou, on peut passer une petite tête là-bas pour voir comment ça se passe un peu dans les coulisses du salon de l'agriculture, pour vous faire voir un peu des choses qui ne sont pas forcément hyper accessibles. Merci beaucoup Dimitri, on vous laisse, vous continuez à vous balader, on vous rejoint tout à l'heure, ça vous va? Parfait, bon apparemment j'ai pas de tour. Voilà, aujourd'hui personne n'a envie de me parler de toute façon. Tout à l'heure Bastien, on était ensemble pendant votre chronique, je vous ai dit Bastien, il va falloir qu'on y aille. Vous avez fait non, on va rester vraiment, mais il n'y a pas de souci, merci beaucoup. C'était super intéressant. Oui, c'était extrêmement intéressant, ça je ne dirais pas le contraire. Il est 10h59 sur Émerger, on a 1 ou 2 soucis, mais tout va bien. Adrien, on va bientôt attaquer la 2e heure. Qu'est-ce qui nous attend dans cette 2e heure? On a un invité avec nous, il est justement en plateau, c'est vous Victor Vincent. Vous allez nous présenter un petit peu... on va dire bonjour d'abord. Oui, c'est vrai. Bonjour Victor Vincent. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous allez donc nous présenter votre métier de mentaliste et votre spectacle Mental Circus. Oui, absolument. Et puis vous n'êtes pas venu les mains vides, il y a aussi un livre qui s'appelle Apparition. Je viens de le voir, tenez Adrien, mettez-le en exergue. Victor Vincent, en plus de... On va revenir sur votre vie, voilà, tranquillement, pendant 1 heure. Vous allez nous montrer
votre talent, on va parler de votre spectacle. Et entre-temps, on va aussi vous faire visiter les allées du salon avec, avec nos équipes qui sont un peu partout. Alors, on va rester sur le plateau, mais eux, on a un dispositif exceptionnel qu'on pourra rejoindre. Il va y avoir des animaux et vous allez aussi pouvoir découvrir des nouvelles technologies agricoles, tout simplement. Voilà, donc on peut commencer cette deuxième heure d'À travers champs. Si évidemment, je ne sais pas si quelque chose va se lancer. Non, pas. C'est magique, ça a réussi à se lancer. Dans À travers champs, on sait recevoir Victor Vincent et on aime commencer en douceur avec nos invités en faisant plus ample connaissance, voilà, en se posant tranquillement. Pour ça, celui qui va faire votre portrait a une moustache beaucoup moins belle que la vôtre et ça lui cause beaucoup de peine. Il me l'a expliqué. Bastien Cochet, c'est vous qui dressez le portrait de notre invité. Alors j'ai peut-être une moins belle moustache, mais j'ai encore des cheveux. Non, on avait dit qu'on était gentils. Et en plus, dans 5 ans, calme. Je vais faire très attention, je vais me faire mentaliser, ça va faire très mal. Non, en plus, dans 5 ans, je serai sûrement dans la même situation. En plus, on a plein de points communs, Victor Vincent. L'une de vos premières scènes, c'était dans le 18e arrondissement. C'est mon quartier. J'adore. Pourtant, je vous ai jamais vu dans le coin. Vous devez être un super bon magicien parce que vous faites super bien l'homme invisible. C'est pour ça. Mais la scène, ça a commencé encore plus tôt, aux alentours de 13 ans pour vous. Vous avez fait vos premiers pas dans un restaurant. Vous avez remplacé votre mentor un soir. Il vous a dit ce soir, tu me remplaces. Et c'était vos premiers pas sur scène. Le restaurant lui-même était tenu par un magicien. Parce que quand même, faire travailler 4 ans un mineur tous les vendredis soirs, c'est un super tour de magie qu'il a fait. Là, il faut être très fort. Mais à vous de vous lancer totalement dans la magie et le mentalisme. Vous avez un petit peu hésité à devenir ingénieur d'abord, ensuite cinéaste. Finalement, vous rejoignez la secte des magiciens. Oui, je dis une secte parce qu'un monde où on n'a pas le droit de choisir soi-même son prénom et où c'est votre mentor qui vous a appelé Victor Vincent. Moi, j'appelle ça une secte personnellement. Et puis, au fil des années, il y a les spectacles qui s'enchaînent, le succès qui arrive petit à petit, la télé aussi, avec des grandes soirées sur TF1 notamment. Une de vos premières TV, d'ailleurs, c'était avec Gad Elmaleh en invité. Et oui, plein de points communs avec lui, sauf que vous écrivez vraiment vos spectacles. C'est la petite différence. Victor Vincent, c'est aujourd'hui devenu une marque. Plus de 100 000 spectateurs cumulés, des films, un film en préparation, une adaptation de votre livre. Mais il faut quand même rappeler que vous étiez à 2 doigts, tout le monde du mentalisme et des magiciens, de passer has-been. Heureusement, il y a eu quand même des œuvres qui ont remis ça un petit peu au goût de jour, comme Insaisissable ou Xavier Dupont de Ligonnès qui a remis au jour la disparition. Et heureusement, vous, au moins, on sait où vous retrouver et c'est sur scène. Victor Vincent, qu'est-ce que vous pensez de ce portrait de Bastien Cochet ? Je pense que ce monsieur a de vrais problèmes psychologiques. Non, mais c'est exactement ça. Vous êtes très bien renseigné. Bon, bah parfait. Vous mentaliserez, on va essayer de faire un travail psychologique alors. Hein. Vous allez essayer de m'aider. Vous n'avez pas besoin de moi. Merci beaucoup Bastien pour ce portrait. Merci. « 11h03 sur la page Facebook d'Emerger, nous sommes toujours en direct et voilà, vous l'avez entendu, on vient de faire le portrait de notre invité. Victor Vincent, on va revenir sur votre vie de vos débuts sur scène, à la télé ensuite et puis de vos différentes œuvres. Alors, Bastien a dit, vous êtes originaire du nord de la France, votre vrai nom c'est Vincent Rincheval ? Oui, c'est exact, oui. C'est votre mentor, l'illusionniste Daniel Miraskil, qui vous a appelé Victor Vincent. Quelle est la signification ? Est-ce qu'il y en a une particulière ? Oui, il y en a une, c'est-à-dire que, en fait, pour tout dire, les illusionnistes ne choisissent pas normalement, enfin le mentor choisissait, mais c'était au 19e siècle ça. Et moi j'ai appris mon métier comme on l'apprenait au 19e, j'allais dire au siècle dernier, non, il y a 2 siècles maintenant. Et c'est pour ça. Et donc, il me dit, voilà, dans ton nom, il faut qu'il y ait une partie de toi. Donc tu tapes ton prénom, c'est Vincent, ça va passer comme ton nom. Et puis, il m'a appelé Victor parce que c'était la même racine que Vincent. Il a mis un K parce que j'étais très proche de la littérature russe, que j'adore toujours d'ailleurs. Et donc, il a mis un K pour rappeler ce côté russe. Comment vous avez rencontré votre mentor ? Oh, je l'ai rencontré dans une MJC. Vous aviez 12 ans à l'époque ? J'avais 12 ans à l'époque et je l'ai rencontré dans une animation sur l'art de surprendre. Et puis, j'ai attrapé le virus du spectacle à ce moment-là. Très rapidement ? Oui, très rapidement. Et puis je l'ai revu 1 an après. Comme il a vu que j'avais travaillé seul pendant 1 an, il a commencé à distiller quelques secrets au compte-gouttes. Puis on a eu une conversation de 22 ans qui m'a amené à faire des choses. Puis on a appris, il m'a beaucoup appris, puis après on a appris l'un de l'autre. C'est lui qui vous a fait découvrir le mentalisme ou juste le spectacle au départ ?
D'abord les bases de l'illusionnisme, et puis après le mentalisme, on l'a découvert un peu ensemble, et on l'a travaillé ensemble. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on côtoyait énormément de monde à l'époque, lui beaucoup dans ses spectacles, moi parce que j'étais étudiant, et donc on peut essayer beaucoup de choses. Et donc on peut très facilement voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Quand on est un peu plus âgé, on a une vie sociale qui est beaucoup plus réduite, donc c'est plus compliqué en fait de tester des choses. Donc c'est pour ça que ça s'est fait vraiment au bon moment. Vous avez une question, Adrien? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le mentalisme? Comment vous avez décidé de débuter? En fait, j'ai assisté à un spectacle de mentalisme qui m'a complètement soufflé, et les émotions que j'avais ressenties étaient tellement fortes que je me suis dit que si je voulais donner des émotions à quelqu'un sur scène dans un spectacle d'illusion, ça serait en faisant du mentalisme, pour donner les mêmes émotions que celles que j'avais moi-même ressenties. Victor Vincent, si vous pouvez nous expliquer simplement, c'est quoi le mentalisme en fait? C'est un mélange de choses rationnelles pour créer des choses qui semblent irrationnelles, comme la lecture de pensée ou la prédiction de l'avenir. Évidemment, je ne lis pas réellement dans les pensées, évidemment, je ne prédis pas réellement l'avenir, sinon je jouerais au loto, je serais quelqu'un de très riche, mais j'en donne l'illusion en utilisant tout ce que je peux. Pour ça, que ce soit des statistiques, des principes d'illusionnistes, de PNL, d'hypnose, de mémoire, de mémotechnie, enfin de choses comme ça. Mais j'utilise tout ce qui est possible pour créer le spectacle le plus divertissant et puis pour raconter des histoires avec le mentalisme. Parce que c'est un outil formidable, c'est très immersif, donc c'est très agréable. Ça passionne les gens. Vous, personnellement, très jeune, vous étudiez les sciences cognitives, la programmation neurolinguistique. Non, pas les sciences cognitives. Non, pas du D'accord. La programmation neurolinguistique, si. Je lis, mais je n'apprends pas ça à l'école. Je ne m'y intéresse pas quand je suis plus jeune. Je découvre ça assez tard. Et je découvre une sorte de petite baguette magique. Et puis très vite, je l'abandonne parce que je me rends compte qu'il y a plus de fantasmes que de réalité dans tout ça. Mais je ne suis pas un spécialiste de ce genre de questions. Je ne suis pas un spécialiste du cerveau. Je ne suis pas un spécialiste de tout ça. Je suis d'abord un raconteur d'histoire et quelqu'un qui va essayer de créer des ambiances dans les spectacles, dans les livres, dans les films, pour attirer le public dans des atmosphères et puis dans des histoires. Vous avez fait de l'hypnose aussi ou jamais? Oui, j'en ai fait. J'en fais encore de temps en temps. Vous avez commencé quand pour les premières fois? Oh, les premières fois, je devais avoir, je sais pas, 25, 26 ans. D'accord. Et c'est quoi la différence justement entre mentalisme et hypnose? Parce que pour les gens, souvent, les deux sont associés. Est-ce que c'est une filière? Disons que le mentaliste peut utiliser l'hypnose comme un outil. Et puis, mais le vrai champion, c'est Mesmer qui a vraiment développé énormément de choses sur l'hypnose et qui va très loin dans ses scénarios, etc. Moi, c'est pas du tout ça. J'utilise ce genre de choses. Ça peut simplement l'utiliser pour mettre une personne à l'aise sur scène, ou alors pour la mettre dans un état de concentration absolue, éventuellement de l'endormir ou de lui faire oublier 2-3 choses, mais voilà. Non, pas forcément. Adrien, comment on s'entraîne? Comment on progresse en tant que mentaliste? On se trompe souvent. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'on ne peut pas commencer un spectacle tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut commencer à essayer de faire plein d'expériences sur plein de gens, et puis ça marche pas, et c'est pas grave. Quand vous faites ça sur les bancs de l'université ou au lycée, c'est pas très grave, parce que vous faites ça avec vos amis ou des gens que vous connaissez un peu, ou dans des soirées, et il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais très vite, vous vous rendez compte de ce qui marche et ce qui marche pas. Après, moi, j'apprends encore aujourd'hui. J'ai la chance de jouer pratiquement presque tous les soirs, on va dire, et donc du coup, j'accumule en fait cette expérience. Pour revenir à vous, après le bac, ce n'est pas du tout vers le spectacle que vous vous tournez? Non, mais je ne sais pas trop quoi faire, donc je passe un concours pour rentrer dans une école d'ingénieur. Donc je fais mon cycle préparatoire de 2 ans, et puis après j'ai encore 3 ans à faire. Je fais qu'1 an finalement, parce que mon envie c'est de devenir cinéaste, et j'abandonne en fait tout ça, alors que tout va bien, tout se passe bien, mais c'est pas la vie que je veux. Donc qu'est-ce qui vous plaisait pas en fait? C'était trop traditionnel, c'était pas au final la vie que vous vouliez? Je pense que le métier d'ingénieur est un métier très intéressant, et tous les métiers sont intéressants. Mais après, ça dépend de la personnalité, et certains vont s'épanouir dans ces métiers-là. Moi, c'était pas mon truc, tout simplement. Mais en fait, je pense que c'est compliqué de choisir une vocation assez tôt. C'est-à-dire que j'ai eu mon bac, j'allais avoir 18 ans. C'est difficile de savoir ce qu'on veut à cette époque-là. Donc j'ai fait un choix sur le moment parce qu'il fallait en faire un, mais c'était pas ce qui me convenait. Oui, c'était parce qu'il fallait faire quelque chose au final. Oui, voilà, Est-ce que ça rassurait vos parents aussi que vous fassiez probablement, des études? Oui, ça les a rassurés, oui, je pense. Est-ce que vous avez choisi ingénieur par rapport à eux ou non pas? Ça a attiré votre curiosité, vous vous êtes dit ça se tente? Oui, voilà, j'aimais bien les mathématiques, alors je me suis dit voilà, quoi. Après un bac scientifique, c'était un peu les copains faisaient ça, alors je me suis dit on va regarder.
après votre, parce que voilà, ingénieur, vous arrêtez, vous quittez votre nord natal pour rejoindre Paris, cette fois pour des études cinématographiques. Oui. Votre rêve à ce moment-là, c'est être réalisateur. Oui, tout à fait. Et je décide d'apprendre un métier de technique, du chef opérateur, de la lumière et de la sensitométrie, etc. Enfin, de l'étude des pellicules. Bon, maintenant, on tourne encore en pellicule, mais voilà. Donc, j'apprends tout ça parce que je veux apprendre la technique pour pouvoir être autonome, pour pouvoir faire des films. Donc, je réalise des courts-métrages. J'écris beaucoup, des scénarios, plein de choses, enfin des scénarios, pardon. Et voilà, je m'amuse beaucoup. Merci Victor Vincent. Merci Après le début de votre vie, on va revenir sur vos débuts sur scène dans un instant. Nous. Alors, vous ne l'avez pas entendu parce qu'il y avait le jingle, vous pouvez reprendre le micro, hein, vous inquiétez pas, on va continuer. Vous nous avez dit, c'est intéressant, honnêtement c'est passionnant, je vous dis ça. Ah oui. C'est passionnant, vous faites quelque chose qui est tellement surréaliste pour nous que c'est assez fou. Mais je vous propose avant ça de vous faire découvrir un peu les allées de ce salon. On a des équipes qui se baladent un peu partout pour nous faire vivre le salon au plus proche. Et normalement, on doit rejoindre Alban qui est avec nous. Alban, nous sommes avec notre invité Victor Vincent. Racontez-nous ce que vous faites. Écoutez, je suis pas loin de chez vous, je suis au pavillon 4 et je suis accompagné de Mathilde. Mathilde qui est secrétaire générale de l'entreprise Afrodema. Mathilde, Afrodema, c'est quoi? Alban, on ne vous entend pas. Il n'y a pas de son. Voilà, pendant que Victor Vincent. Non, vous inquiétez pas, vous pouvez goûter. C'est du jus de baobab, il me semble. Adrien dit peut-être parler dans le micro. J'ai proposé un petit peu sucré, oui, mais c'est pas. Allez-y. En plus, il n'y a pas beaucoup de sucre. Alban, donc on était avec vous, on vous entend très mal. Ok, donc voilà, Alban, malheureusement, on va revenir vers vous un peu plus tard. Je suis désolé, Victor Vincent. Je vous avais promis de vous faire découvrir. On va le faire, mais voilà, pas tout de suite. On va revenir sur vous d'abord. Vous avez parlé de votre. Vous avez fait des études de cinéma, vous avez fait un métier technique. Est-ce qu'à ce moment-là, la passion du cinéma, elle est plus forte que la passion, l'envie de faire du spectacle? Oui. Oui, en fait, c'est l'envie de mise en scène. Et puis, après avoir fait plusieurs courts-métrages qui prennent du temps, qui coûtent de l'argent aussi, quand on est étudiant, etc., c'est pas simple. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, je mets en scène au théâtre, ça sera très intéressant aussi, et ça reste de la mise en scène. Et donc, j'ai commencé à mettre en scène du théâtre classique, on va dire. Puis après, je me suis intéressé au seul en scène que je pouvais faire avec le mentalisme, parce que je trouvais que c'était un outil qui était très intéressant, parce que c'était très immersif, c'est interactif. On casse ce qu'on appelle le quatrième mur entre la salle et la scène, et donc les gens peuvent participer. Et ça me plaisait. Donc j'ai fait un essai. Et puis l'essai, on va dire, a été concluant. Les gens ont aimé. Puis moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est surtout ça aussi, c'est que je voulais voir le plaisir que j'allais prendre. Et puis j'ai persisté. Et puis ça s'est bien passé. Donc voilà. Victor Vincent, on va continuer. Je crois qu'on va pouvoir repartir. Il me semble que c'est bon. Alban, qui est notre envoyé très spécial, a réglé les problèmes de son. Allez-y, Alban, c'est reparti. Oui, vous m'entendez mieux là. C'est mieux. Dites-moi oui, ça me fait plaisir. Donc, je vous disais, je suis avec Mathilde, secrétaire générale de l'entreprise Afrodema. Afrodema, c'est quoi? Bon, bah apparemment non, ça n'a pas envie aujourd'hui. Je suis désolé, Victor Vincent. Ce sont mes moustaches qui font interférence. Oui, je pense. Ça arrive souvent. Désolé, Alban, ça ne marche pas. Le son est mauvais, mais on va essayer de régler tous ces soucis. On va vous retrouver très rapidement. Oui, je pense que c'est vous. Depuis que vous êtes arrivé, la technique. Oui, je suis désolé, ça arrive tout le temps. Vous avez un impact sur les choses comme ça. Voilà. Bon, écoutez, Alban ne sera pas avec nous, mais on va réussir à le revoir et il va vous emmener voir les animaux parce que voilà, il y en a énormément. C'est votre première fois au salon de l'agriculture? Eh bien oui. Est-ce que En fait, j'ai toujours voulu y aller et puis les fois où je pouvais, jamais pu y aller ou alors j'ai toujours eu peur du monde et de la foule. Ouais. Est-ce que là, ça va? Il y a pas trop de monde encore? Pas trop stressé? Non, ça va. Non, mais autrefois, ce que je voyais il y avait des fréquentations. C'était l'époque dans les années 90. Je suis venu dans les années 90 quand même. Oui, donc ça remonte quand même. Ça remonte un peu. Oui, parce que les gens ne le savent pas, vous êtes né en 1980. Oui. C'est bien ça? Ça va jusque-là. Bien joué. J'ai les bons chiffres. Ça va. Avant de revenir sur vos débuts au théâtre, on en a un peu parlé. Est-ce que vous pouvez rapidement nous faire une petite démo en fait? Par exemple, imaginez que je suis le patron du Stade de France, vous voulez jouer au Stade de France, et en 2 minutes, il faut me convaincre de vous donner la scène, le stade entier.
Le stade entier. Le stade entier. Bon, je vais vous faire une confidence. Je n'ai pas vraiment envie de jouer au Stade de France. D'accord. Mais- Est-ce qu'il y a une salle en particulier? Alors attendez, prenez cette pièce. Bien sûr. Alors, je vais avoir besoin de vos deux mains. Alors c'est pas grave, il faut poser le micro un Je vais instant. poser le c'est pas micro grave. et vous me tendez Adrien. Voilà. Tenez-le, regardez, tenez-le comme ça. On n'aurait pas besoin de parler de toute façon. Voilà. Mettez ça dans votre dos, vous mettez la pièce dans l'une de vos mains et ensuite vous mettez vos mains devant moi. Attendez, je vais remettre la pièce normale, voilà, vous le voyez. On fait ça rapidement, hein, c'est vraiment. Oui, vous bien mettez sûr. vos mains de cette manière. D'accord, pas de souci. Allez-y. Et que la pièce soit ici, soit là. Ce qui est amusant, c'est que on l'a vu à la caméra, que cette main était un petit peu plus ouverte quand vous êtes arrivé. Et donc, à mon avis, la pièce n'est pas là, elle est plutôt ici. En plus de ça, c'est que vous êtes droitier. Et quand on est droitier, on a tendance à mettre la pièce dans la main gauche parce que psychologiquement parlant, on croit que ça va être plus difficile pour l'autre. Donc, je crois que la pièce est là. Vous voyez ? Effectivement, elle y est. Bon, on va recommencer. On recommence. Vous allez voir, on recommence derrière. Vous allez voir que par esprit de constance, vous allez avoir envie de remettre la pièce dans la main gauche. Ah, c'est bluffant. Sauf que maintenant que j'ai dit ça, il va avoir envie de la mettre en main droite. Voilà, Mais et là, vous mon verrez cerveau, qu'en fait, il la mettra quand même en main gauche parce qu'on est programmé pour ça. Mettez vos mains. Comme ça. Allez-y. Il fouille, mais quoi qu'il arrive, ne réagissez pas. Donc soit ici, soit là. Je vous le dis, on ne peut pas faire autrement. Vous êtes programmé pour remettre la pièce dans la main gauche. Et quoi que je dise, même ce que j'ai dit vous a même encouragé à le faire. Ouvrez, montrez que c'est ce que vous avez fait. Effectivement, Ah. elle y est. Alors on recommence. La troisième fois, c'est là qu'arrive l'esprit de contradiction. C'est que normalement, vous devriez mettre la pièce dans la main droite. Sauf qu'en fait, vous êtes rentré dans une boucle psychologique et on pourrait jouer à ce jeu 10 fois, 20 fois, 30 fois, vous mettrez toujours la pièce dans la main gauche. Maintenant, c'est votre choix. Prenez votre le temps. micro, voilà. Écoutez. Allez-y. Je suis en train de bouger. Séparez bien Là, les c'est main. compliqué parce que mon cerveau sait plus quoi Oui, faire. oui, c'est une locomotive, c'est un choix cornélien. Ouais, C'est-à-dire voilà, que sachez que si vous remettez à gauche, vous êtes un Lâche. un psychopathe. Et à droite. Et à droite, vous êtes un. Non, vous êtes programmé, en fait. Bon, montrez, comme ça. Parce que là, ça serait de l'esprit de contradiction qui arrive la troisième fois. C'est ce que je vous ai dit, c'est notre schéma. Ouvrez. La pièce, Oh là là. vous voyez. C'est comme ça. C'est extraordinaire. Voilà. On peut pas lutter. Alors je pense qu'on peut applaudir autour du plateau parce que voilà, il y a quand même beaucoup de gens, c'est exceptionnel. Alors évidemment, on va allez, restez avec nous. Je glisse sur votre. Il n'y a pas de souci. Voilà, on vous le dit très clairement, il n'y a pas de trucage. Ah si, moi j'ai plein de trucs. Ah oui, non mais. Mais disons que on n'avait pas prévu de faire ça. Voilà, mais surtout on ne s'est pas vu avant. C'est la première fois qu'on se voit de nos vies. C'est d'ailleurs un plaisir de vous avoir dans un traverchant. Eh bien, plaisir partagé. C'était exceptionnel. Merci beaucoup. Enfin, voilà, Merci c'était une à petite vous. démo. Si vous voulez en voir plus, vous restez avec nous. À la fin de l'émission, on aura le meilleur tour que Victor Vincent ait jamais fait. La meilleure bon mentalisation. Hein. Oui, ah bon On Ah ne s'est bon pas prévu du programme. Je sais pas, on pourra en tenter quelque chose. On pourra retenter quelque chose. Parfait, bah écoutez, merci beaucoup. On va revenir sur les débuts sur scène. Voilà, avant tout ça. Donc vous avez commencé par faire de la mise en scène pour les autres. Oui, j'ai commencé parce que j'avais des amis qui faisaient du théâtre, etc. Donc j'étais dans ce milieu-là, même si pour moi ce qui était important c'était l'image, parce que j'avais aussi un vrai plaisir de créer une image cinématographique. Mais après, il y a une perméabilité entre le théâtre, le cinéma, enfin toutes ces envies-là. Et puis quand on est plus jeune, on a envie de tester plein de choses. C'est un laboratoire, la jeunesse, l'adolescence, tout ça. Donc j'ai testé plein de choses, mais aujourd'hui j'ai réalisé encore un moyen métrage il y a peu de temps qui va partir en festival, qui s'appelle Les Liens Invisibles, qui est une adaptation d'un ancien spectacle. Comme quoi, vous voyez, il y a une perméabilité encore une fois entre un objet cinématographique et puis aussi un objet théâtral. Et puis là, le livre Apparition, qui est un thriller psychologique dans le monde secret de l'illusion, et je travaille à sa scénarisation en ce moment même. Adrien. Vous réalisez donc des courts-métrages et des moyens-métrages, mais est-ce que vous apparaissez dedans également ? Alors oui, parce que ça me plaît et puis parce que c'est plus facile aussi. Mais j'ai pas vocation à être devant la caméra, plutôt derrière. C'est comme dans l'écriture. Ce que j'aime là, par exemple, dans ce livre, c'est que je n'ai pas besoin de l'incarner. Je n'ai pas besoin d'être sur scène pour le lire, même si je l'ai fait. Mais je laisse le texte entre les mains du lecteur et après il rentre dans l'univers tout seul et on n'a plus besoin de moi. Donc ça, c'est bien. Pour revenir sur le théâtre, la scène, c'est quelque chose qui vous a attiré rapidement ou au départ c'était pas forcément une évidence, une envie profonde? C'était pas une évidence parce que, comme je vous le disais, moi ce qui m'intéressait c'était d'être derrière la caméra. Et puis les circonstances ont fait que je me suis retrouvé sur scène et puis que j'y ai pris du plaisir et puis qu'aujourd'hui c'est vraiment un besoin. Donc j'aime ce que je fais. Peut-être qu'un jour je n'aimerai plus. Pour l'instant j'adore. Donc je continue. En 2008, vous présentez votre premier spectacle, il s'appelait En prise. Qui s'appelait D'un esprit à l'autre. Un esprit à l'autre. J'ai lu ça sur votre site pourtant. Ah, il y a écrit En prise.
Alors en prise, Alors, c'était en ils disent 2013. Ils disent votre premier spectacle et après ils parlent de précédents spectacles. Du coup, j'ai pas tout ouais, compris. bon. De ce premier spectacle, vous le sortez, donc on est en 2008. En 2008, ça, oui, je suis bon. tout à fait. Est-ce que le mentalisme à l'époque c'était à la mode ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Il y a la série Le Mentaliste qui commençait qui était diffusée depuis 1 an, je crois. Donc les gens pensaient que les mentalistes travaillaient avec la police. Voilà, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Aujourd'hui, je sais. En fait, aujourd'hui, je cherche pas à expliquer ce que c'est que le mentalisme. Je m'en moque un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des spectacles les plus divertissants, les plus bluffants possibles pour que tout le monde s'amuse. Mentalisme ou pas, ça n'a pas d'importance. Vous pensez que la série Le Mentaliste, elle a aidé à développer une idée de ce que pouvait être, à intéresser les gens oui, au probablement. En tout mentalisme? cas, le mot est rentré un peu comme ça. Après, ces dernières années, il y a eu à la télévision beaucoup de programmes pour la magie dans lequel j'ai eu la chance de participer, où j'incarnais justement cette spécialité du mentalisme. Mais Arthur, par exemple, a fait beaucoup pour la magie, parce que en développement Mesmer, donc les gens se sont intéressés un peu aussi au mystère de l'esprit, mais aussi avec son émission Diversion, où là il y avait beaucoup d'illusionnistes qui représentaient la grande illusion, le close-up, des choses comme ça. Ça a permis de développer tout ça, parce qu'on a eu quand même des beaux moments de télévision avec ces émissions. Moi, j'ai pris tellement de plaisir en plus. Votre premier spectacle, c'était à la salle Pixel à Oui, Paris. absolument. Qui a une Toute salle petite salle. Voilà, une salle qui a 50 places. Alors vous le dites, c'est pas très grand, mais quand c'est la première salle, est-ce que ça fait pas très gros? Alors en fait, c'est pas le nombre, c'est que la première fois qu'on monte sur scène, bien sûr, c'est très éprouvant. Ah bien sûr, je m'en souviens parfaitement. Il faisait une chaleur épouvantable. Ouais, du stress, beaucoup de stress. Ah, oui, hein. oui. J'ai dû perdre 2 litres d'eau ce jour-là, quoi. Aujourd'hui, c'est différent, mais à l'époque, oui, j'étais. Mais c'est normal, c'est comme ça. Bien sûr, J'ai toujours moi, un peu le je trac. peux Aujourd'hui, l'apprendre. d'ailleurs, si on n'a pas le trac, c'est qu'on s'en fiche un peu, je pense. Mais j'ai toujours un peu le trac, mais le trac disparaît très rapidement Ça pour laisser devient la du place bon au stress. plaisir. Oui, Au final. c'est bien, c'est bien le stress. Le succès est rapidement au rendez-vous et on commence à vous voir. Rapidement, non. Le succès va arriver alors Oui, petit à petit, je franchement. reformule, et on commence à vous voir un peu partout, notamment à la télé. C'est ce qu'on évoque dans un instant. Excusez-moi, les fiches sont mal écrits. Merci Victor Vincent. Merci à vous. Alors avant ça, vous le voyez, Adrien Hardy vient de nous quitter. Bon, j'ai dû le Mais pousser oui. un peu parce qu'il dormait en fait. Il avait oublié. C'est parce qu'il est avec Quentin Leport et c'est le moment, ils vont vous faire découvrir de nouvelles technologies agricoles. Nous sommes avec le directeur général de la compagnie Zandoli, une entreprise high-tech qui développe des solutions de gestion quotidienne simples, et tout ça au service des exploitations maraîchères. Je vais y arriver. Quentin, est-ce que vous pouvez nous en parler? Bonjour Adrien, je suis avec Martin de Rénal, qui est le cofondateur plutôt de Zandoli. Bonjour Martin de Rénal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est Zandoli? J'ai cru comprendre que c'est une entreprise qui développe des solutions de gestion simples et abordables au service des exploitations maraîchères. Exactement. Zandoli est un logiciel de gestion d'exploitation quotidienne pour les maraîchers qui va permettre de gérer au quotidien une exploitation et notamment pour pouvoir apporter de la visibilité économique aux maraîchers. On a aussi un gros volet Quentin, sur la gestion rapprochez des le ressources micro humaines de la bouche du monsieur qui pour bien permet qu'on de l'entende. travailler sur le bien-être au travail. Notre objectif, c'est d'adapter au maximum le logiciel à une exploitation. On ne supporte pas qu'un logiciel change la manière de travailler d'un agriculteur. C'est au numérique d'être au service du vivant. Notre logiciel est abordable. Notre objectif est d'avoir de retour sur investissement sur une campagne. Comment est-ce que vous permettez aux maraîchers ou aux exploitants d'utiliser votre système, votre projet en fait? Alors, on a une approche qui est très pragmatique. On est très à l'écoute du client. On va passer beaucoup de temps sur la personnalisation pour répondre à ces différentes priorités et le soulager dans son quotidien. On attache énormément d'importance à l'ergonomie pour que l'interface soit intuitive, qu'il passe le moins de temps à faire l'administratif. Comme on dit souvent, s'il aimait l'administratif, il serait comptable, il ne serait pas dans les champs. C'est une application ou un site internet? Les deux. C'est une application web et aussi une application mobile qui va permettre de pouvoir consulter l'information partout, aussi bien dans les champs qu'au bureau. Et comment vous avez eu l'idée de créer cette entreprise, ce site internet et cette application? Alors, on a eu cette idée, en fait, c'est lié à une frustration.
ayant un passé dans le monde du digital agricole, on s'est souvent rendu compte que beaucoup d'exploitants devaient changer leur manière de travailler à cause d'un logiciel. Et on s'est rendu compte aussi que dans le maraîchage, ils avaient très peu de visibilité. C'est un métier qui est compliqué, qui est parfois pénible, et sur lequel ils n'ont pas de visibilité sur ce qui va se passer dans l'année, et encore moins de l'année d'après. Donc on travaille en partenariat avec des cabinets comptables, avec les conseillers agronomiques, tout ça pour apporter un maximum de valeur et partager au mieux la donnée, parce que la donnée, plus on la partage, plus on accroît son usage et donc le retour sur investissement. Merci messieurs. Merci Quentin. Je vous propose de revenir avec Victor Vincent, Raphaël, pour en apprendre un peu plus sur ses passages à la télévision. A tout de suite Adrien, merci beaucoup et merci aussi à Quentin Leport. De retour sur notre plateau, sur le stand de Yara. Victor Vincent, nous sommes toujours avec vous dans un Travers-Champ. Merci beaucoup d'être avec nous. Encore une fois, c'est vraiment un plaisir. Vous nous avez fait une petite démonstration de votre talent. Vous êtes mentaliste. C'était génial. On a fait une histoire de pièces, tout ça. Alors, comment vous pouvez savoir, là, vous avez réussi à savoir dans quelle pièce était ma main? Une ou deux. Non, rien. non, mais parce qu'il y a certains secrets qu'il convient d'ignorer. Puis ce qui est important, c'est la sensation que ça procure plutôt que de savoir. Il faut parfois se laisser aller aux choses. Après, si vous êtes curieux, j'ai écrit plusieurs livres pour parler et pour susciter des vocations. Donc, avec quelques secrets, des beaux secrets, des très beaux secrets. Donc, par exemple, le carnet du mentaliste qui est chez Larousse, c'est l'avant-dernier. Bon, ça, maintenant, c'est autre chose, mais voilà, si vous êtes curieux, vous pourrez regarder tout ça, mais je ne peux pas livrer comme ça. Là, comme ça, en direct. En plus, tout le monde, non, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de savoir. Ok, d'accord, merci beaucoup. Écoutez, on n'aura pas de révélation, mais voilà, on le rappelle, vous écrivez évidemment des livres où vous révélez vos secrets. D'ailleurs, c'est pas quelques-uns. Quelques-uns de secrets. Des très beaux secrets. En fait, j'ai essayé de faire des livres que j'aurais aimé avoir entre les mains lorsque j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et il y a des secrets dedans qui bluffent des illusionnistes. Et est-ce que vous ne brisez pas un peu la règle de base de on ne doit jamais révéler non, parce le secret de ses tours? Parce que je pense qu'il faut susciter des vocations, c'est important. Et puis c'est comme quelqu'un qui apprend à jouer un instrument de musique. Quelqu'un qui apprend à jouer du violon sera plus enclin à aller au concert. Et donc je pense que quelqu'un qui va apprendre aussi un peu l'art de l'illusion, le mentalisme, autre chose, pour permettre sera aux plus gens enclin à aller voir des spectacles. Donc je pense que c'est bon pour tout le monde de créer une dynamique d'apprentissage, d'envie, tout ça c'est important. Je pense. De mieux comprendre, oui évidemment, pour que donner envie aux gens de venir vous voir à vos spectacles. Vous en avez fait énormément, des spectacles qui ont fini par vous amener à la télé. Alors déjà, comment vous êtes arrivé devant les caméras? Quand est-ce que c'était la première fois? Avec Gad Elmaleh, on a entendu tout à l'heure. Ça a commencé avant en fait dans une petite émission qui s'appelait Wesh et qui était présentée par deux jeunes garçons qui commençaient. L'un s'appelait Alban Ivanov et l'autre Issa Doumbia. D'accord, oui, on les connaît très bien. Et donc maintenant on les connaît très bien. Et donc on a commencé dans une émission comme ça ensemble. Enfin eux ont commencé bien avant moi. Et puis quelqu'un est venu voir mon spectacle et me dit tiens on cherche des talents. Est-ce que tu veux venir une fois dans l'émission? Donc je me suis dit oui je vais y aller. Et puis le courant est très bien passé. Donc j'ai fait plusieurs émissions avec eux. Et puis après la chaîne a cessé d'exister. C'était l'époque de la TNT où il y avait 300 chaînes d'un seul coup. Avec très peu de programmes dans la chaîne. Enfin bref, c'était assez particulier à l'époque. Et donc la chaîne s'est arrêtée, tout s'est arrêté. Et puis après le ça producteur... a été un coup dur que tout s'arrête? Non, pas du tout, parce que c'était dommage parce qu'on était des amis, des connaissances comme ça, on s'amusait en plateau, mais on se disait que de toute façon personne ne regardait, donc c'était pas le monde ne s'écroulait pas, parce que, en ce qui me concerne. Et puis le producteur de cette émission a ensuite travaillé avec Koé. Sur TF1 et là il m'a rappelé en me disant est-ce que ça te dirait de venir faire la même chose chez lui que ce que tu faisais dans l'émission. Adrien? Et donc oui. Excusez-moi, non, terminé. C'est quoi la plus grosse différence entre la scène et le plateau? Alors, entre la scène et le plateau, c'est que quand on est en plateau, il y a plusieurs adresses. C'est-à-dire qu'on s'adresse évidemment à l'invité, à qui on fait l'expérience, mais aussi au public qui est là, aux caméras, aux présentateurs. Donc c'est compliqué. Et puis aussi, c'est qu'on ne gère pas du tout la tension. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quelle manière on nous regarde. Donc on sait qu'il y a une caméra là, mais qu'est-ce qui est filmé, etc. Donc moi ça va, parce que j'ai rien à cacher. Tout est, je suis pas un illusionniste. Je cache pas des choses dans mon dos ou des choses comme ça, donc ça va. Mais voilà, la différence, elle est là.
Et puis aussi, c'est que les invités, ils sont rompus à l'exercice, ils sont très à l'aise. Quand j'ai commencé, que j'ai fait ma première expérience à Gad Elmaleh... Là aussi, beaucoup de stress. Oui, beaucoup de stress. Je me souviens avoir pensé quand j'ai fait l'expérience, j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas pour toi. Va-t'en. Et lui qui était rompu à l'exercice, qui avait fait 1000 passages télé, bon, évidemment, c'est pas la même donne, quoi. C'est marrant parce qu'on s'est revus il y a quelques mois et je lui ai expliqué ça et c'était assez amusant. Ouais. Faire le show devant les caméras, Victor Vincent, est-ce que c'était un rêve ou non, c'était plus une opportunité qui s'est présentée? Vous avez dit. En fait, j'y ai vu une opportunité pour remplir les salles de théâtre parce que mon métier c'est au théâtre. Donc, mais on peut faire un beau spectacle, mais si personne ne le sait. Donc voilà, l'idée de communiquer, c'est bien. Puis après, j'ai pris du plaisir aussi à faire des émissions parce que je rencontrais des gens que j'aimais, des invités qui me faisaient rêver. Quand on se retrouve devant un acteur qu'on admire et qu'on a la chance de lui faire quelque chose, c'est fabuleux. Donc ça m'a plu pour ça. Et puis après, il y a l'adrénaline aussi. J'ai aussi participé à beaucoup d'émissions en direct. Et ça, vous avez eu même vos propres émissions. Oui. Victor Vincent, Mentaliste et Victor Vincent nous bluffe. Là, c'est quand même un accomplissement qui est énorme. Oui, c'est bien, mais c'est des émissions qui sont restées assez confidentielles et qui n'ont pas vraiment fonctionné comme j'avais espéré. Mais bon, après, il y a eu tout un truc. Voilà, elles ont été un peu expédiées, mais... C'est pas un bon souvenir pour vous Si, c'est un très bon souvenir, parce que là, j'ai d'ailleurs imaginé beaucoup de nouvelles choses, parce qu'il fallait produire beaucoup, donc c'était une façon de travailler qui était intéressante, mais voilà. Merci d'être revenu sur vos débuts à la télé, Victor Vincent. On va continuer à en parler, mais d'abord, on va repartir se balader dans les allées du salon. « 11h31 sur la page Facebook d'Émerger. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans À Travers Champs. Il nous reste à peu près 30 minutes d'émission. On est toujours avec notre invité, le mentaliste Victor Vincent, qui va bientôt nous faire une démonstration. Voilà, il se passe des choses en coulisses. Vous n'avez pas idée, mais ça va être grandiose. Donc vraiment, restez avec nous. On va essayer de repartir rejoindre. Alors, qui c'est qu'on va rejoindre cette Dimitri, fois? On va espérer que ça marche cette fois. Dimitri, on a eu quelques soucis. Je sais pas encore si c'est bon, parce qu'on a eu quelques soucis. Est-ce qu'il va nous entendre? Est-ce que le son va passer? Mais il me semble qu'il nous a prévu quelque chose d'assez sympathique, Dimitri, cette fois. Oui, c'est bon, il est avec nous. Vous m'entendez cette fois-ci? Oui, Dimitri, on vous entend. Parfait. Alors, on est avec Alexis en train de se balader dans le pavillon 1. Et alors, le centre de traite, on est arrivé avec un petit peu de retard, parce qu'en fait, la traite est à 6h du matin. Donc, on ne pourra pas vous la montrer aujourd'hui, malheureusement. Donc voilà, c'est un peu compliqué, sachant qu'on a 5 heures de retard. Mais on a décidé avec Alexis de vous montrer certainement une des plus belles vues du salon de l'agriculture, en tout cas du pavillon 1 qu'on peut avoir. On monte les escalators au fond du pavillon 1 et on a une vue sur tout le pavillon, sur tous les animaux. Alors je ne sais pas si on peut le voir, mais voilà, en ce moment même il y a le concours général agricole porcin avec en ce moment deux porcs qui sont en train de concourir pour pouvoir savoir lequel est le meilleur, tout simplement le concours général agricole. On a derrière, on a des moutons, on a des chèvres et tout au fond, on a tous les alignements des vaches, de tous les animaux, de toutes les espèces qu'on peut trouver au salon de l'agriculture. On a absolument tout, donc c'est certainement l'une des plus belles vues. Et je vais demander à Alexis de tourner vers sa droite. Et on peut le voir qu'il y a beaucoup de monde qui commence à arriver et qui profite de cette vue. C'est un endroit assez réputé du salon de l'agriculture et pas que du salon de l'agriculture. C'est aussi utilisé pendant toutes les expositions aux portes de Versailles, avec tous les autres salons qu'on peut avoir, notamment les salons de l'automobile ou même les autres salons disponibles sur la porte de Versailles. Donc il y a pas mal de monde qui commence à arriver. On disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas énormément de monde. Mais voilà, il commence à y avoir un peu de monde et on a un politique qui est avec nous, tout simplement, François Bayrou qui est là. Alors, on va essayer de le filmer rapidement parce que là, il y a quand même le connu. Qui est là, Dimitri? Vous nous avez dit que qui était là? Tout le monde. Voilà. Qui est le politique? François Bayrou. On me dit dans l'oreillette François Bayrou. François Bayrou qui est ici au salon de l'agriculture. On le rappelle évidemment, François Bayrou, le haut commissaire au plan. Voilà, vous l'avez, c'est des images, c'est une exclue émergée. Il y a beaucoup de monde autour de vous là, non Dimitri? Là, il y a quand même avoir du monde. Et puis en plus de cela, vous le savez très bien, lorsqu'un politique arrive au salon de l'agriculture, il y a énormément de monde qui est autour de lui. On a croisé Jean Lassalle tout à l'heure, qui était en train de faire un petit câlin avec Neck, la vache égérie. Et aussi Marine Le Pen, qui est au pavillon 1. On n'a pas réussi à la croiser. Mais bon, dès qu'on voit la cohue, c'est qu'elle n'est pas loin. Et est-ce que vous êtes allé voir Neige?
Déjà en début de semaine, on est allé la voir, on est retourné la voir, elle va très bien. Toujours en pleine forme avec son éleveur à côté d'elle, avec aussi beaucoup de monde qui est là pour regarder du coup cette vache égérie jusqu'à la fin du salon. Mais elle est toujours en pleine forme. Elle se reposait quand on est passé, mais il y avait Jean Lassalle à côté, donc à mon avis, elle a dû se payer depuis. Dimitri, merci beaucoup. On va vous retrouver un peu plus tard dans l'émission. Vous continuez à filmer des personnalités politiques et aussi filmer la vache égérie du salon. Je vous dis à tout à l'heure, Dimitri. Tout à l'heure. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. On est de retour en plateau. Je pense que voilà, tout est passé. Victor Vincent, je vous laisse reprendre le micro. Merci encore une fois d'être avec nous, vraiment. Merci. Je vais vous le dire beaucoup de fois parce que je trouve que ce que vous faites est assez exceptionnel. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est grandiose. Voilà, je pense que le mot est grandiose. Je pense qu'Adrien, vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est super impressionnant, franchement. Vous avez fait de la télé, ça on l'a évoqué. Vous apparaissez souvent dans des émissions. Vous l'avez dit, faire de la télé au départ, c'était pour remplir vos salles de spectacle. Oui. Ça a plutôt bien marché. Oui. Vous êtes retrouvé à un moment en ayant donc des émissions à la télé et plus de 100 dates par an. Vous aviez 100 dates par an à peu près, sans représentation. Oui, plus maintenant. Quand est-ce que vous dormiez? Je dors la nuit, un petit peu. Non, mais c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, mais tout ça, ça demande de l'énergie, mais ça m'en donne aussi beaucoup. Donc, ouais, voilà, c'était donnant au final. Oui, bah après vous avez l'air. Non, hein, mais ça me plaît tout ça. J'aime ce tourbillon, j'aime faire beaucoup de choses en même temps, j'adore ça. Vous êtes un vrai hyperactif, Adrien. Et comment ça se prépare exactement un spectacle sur le mentalisme? En fait, je me pose pas d'abord la question du mentalisme, je me pose la question de ce que je veux raconter et surtout des ambiances que je veux créer. Et là, j'aime bien voyager dans le temps, donc j'ai fait un spectacle sur le milieu du 19e siècle ou avec des médiums qui faisaient des choses. J'ai fait un spectacle aussi sur l'histoire un peu de Méliès, avec les liens invisibles. Et là, dans Mental Circus, on va partir dans le New York des années 30. Donc on va partir dans les années folles parce que c'est une ambiance qui me plaisait, parce que c'est l'époque de Gatsby le Magnifique, c'est l'époque du Charleston, c'est le cinéma qui passe au parlant, sur les gratte-ciel, c'est Lindbergh qui traverse l'Atlantique. C'est un moment où on se dit que tout devient possible et que le XXe siècle va être flamboyant, merveilleux. Évidemment, personne ne voit ce qui va arriver, la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais à ce moment-là, tout est incroyable. Et donc je voulais m'emparer en fait de cette atmosphère-là. Et donc j'ai fait des recherches, souvent c'est ce que je fais. Et puis j'ai trouvé des artistes qui donnaient des performances mentales complètement dingues. Mais surtout, c'est que leur histoire m'a vraiment marqué. Et donc je me suis dit, voilà, j'allais raconter ces histoires-là. Après, j'ai pris des libertés, évidemment. J'ai mélangé un peu de réalité, un peu de fantasme pour créer en fait un spectacle à part entière. Et puis c'est à partir de leurs histoires que j'ai monté mon spectacle. Assez rapidement d'ailleurs, parce que quand c'est le bon moment, tout s'enchaîne avec une sorte de logique et j'ai l'impression que voilà, c'est comme quand on crochette une serrure et qu'on entend le dernier petit clac. On se dit ça y est. Victor Vincent, pour revenir sur vous, vous avez un look très particulier. Je ne sais pas si on le voit forcément à la caméra. Voilà, une moustache parfaite, oui. Un costume sur mesure. Parfois, vous arrivez même avec un chapeau melon. Est-ce que le costume, il fait partie du personnage ou est-ce que c'est vous, tout simplement? Victor Vincent n'est pas un personnage, c'est vous? Non, c'est moi dans la vie. Je m'habille très souvent comme ça, même pour aller chercher mes enfants à l'école. Enfin voilà, c'est comme ça. Mais puis la moustache, je l'enlève pas quand je sors de scène. Hein, elle est là. Non, mais c'est une... J'ai toujours aimé ça depuis que je suis jeune enfant. C'est l'idée d'un... C'est pas un déguisement parce que c'est moi. Mais j'aimais bien me déguiser quand j'étais plus jeune. Vous différenciez des autres, c'était une volonté ou non? Pas forcément, c'est juste... Non, c'est parce que c'est plus facile de ressembler aux autres. Hein. Oui, clairement. Donc c'est plus... Mais non, c'est pas pour dire je suis différent. Non, de toute façon, on est tous différents. Même les gens qui se ressemblent sont différents. On est tous faits de la même matière, mais on est tous différents. Et toutes les personnes qui montent sur scène sont tous différents. Il n'y a pas deux profils identiques. Et c'est ça qui est formidable. Donc on n'a pas besoin de ce genre d'artifice pour se différencier. Sur votre site, il est écrit que vous aimez la poussière sur les choses, mais vous êtes à la fois aussi passionné et très curieux du futur. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire les deux? Non, je pense pas. Quand vous dites la poussière sur les choses, c'est quoi? C'est les choses anciennes? C'est-à-dire qu'en fait, des fois, quelqu'un me dit vous cherchez à dépoussiérer le genre. Non, je cherche pas à dépoussiérer quoi que ce soit, parce que j'aime la poussière, je trouve ça beau. Moi j'aime les vieilleries, j'aime les vieilles choses, j'aime ce qui est suranné, ça me plaît.
Voilà, c'est comme ça. Et puis le passé, j'ai l'impression que c'est important. On n'a pas à renier le passé pour avancer. On peut regarder vers le futur, mais sans ignorer le passé et respecter tout ce qui se passait avant. Et sans dire c'est pas bien, il faut tout changer, etc. Je suis pour le changement, mais c'est une évolution. C'est pas parce qu'aujourd'hui on fait différemment qu'autrefois on se trompait. C'était selon le contexte, c'était comme ça. Et donc voilà, moi j'aime le passé, je suis curieux de l'avenir. On l'a dit très souvent, vous êtes un hyperactif, vous avez fait de la télé, de nombreux spectacles. En 2020, comme tout le monde, vous êtes stoppé net par le Covid. Comment ça s'occupe un mentaliste au chômage technique ? Alors d'abord, ce qui est fabuleux, c'est que j'ai pu être avec mes enfants. J'ai 2 enfants qui ont fêté leurs 5 ans pendant le premier confinement. Et donc c'était formidable d'être avec eux tout le temps. Et donc là, j'ai passé un bon confinement parce que j'étais avec eux. Et puis après, j'en ai profité pour écrire beaucoup de choses, dont le roman Apparition, qui est aujourd'hui disponible. Et ça m'a permis de m'évader et de faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est un thriller dans le monde secret de l'illusion. Je me suis beaucoup amusé. C'est le premier thriller que j'écris. Et je me suis vraiment amusé à le faire. Je suis très heureux de le partager aujourd'hui. Puis je suis très heureux de tous les retours que j'ai. Il est déjà sorti, il est disponible Il est sorti, partout. il est disponible, oui, sur toutes les plateformes et dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies. Bah, écoutez, merci beaucoup. Victor Merci Vincent, à vous. vous avez parlé de ça. Vous restez avec nous dans un moment. D'accord. Vous allez nous faire une grande démonstration. On parlera évidemment de Mental Circus. Mais avant ça, c'est le moment de découvrir une petite bête mignonne. Adrien vient de quitter le plateau. Est-ce que cette petite bête, vous voulez la voir en vrai, Victor oui, Vincent? je vais aller la voir. Mais allez-y, regardez. Voilà, Adrien, attendez avant de commencer. Commencez pas. Pas de L'invité souci. Victor Vincent vous rejoint. Voilà, il est avec vous. Alors, c'est quoi cet animal? Alors je pense que vous l'avez reconnu, Raphaël, sinon c'est qu'il y a un petit problème. On est avec un lapin, le plus grand même lapin de Aimé Rollin. Ah, on n'entend pas, le micro ne marche pas. Donc je suis avec Aimé Rollin qui est cuniculteur depuis 51 ans. Là c'est un géant des Flandres. Quelle est sa particularité? Il est vraiment très gros. Sa particularité, c'est la race la plus grande, la plus grosse qui existe donc, dans la catégorie lapin. C'est un lapin donc, qui s'appelle le géant des Flandres, comme son nom l'indique, c'est un géant, c'est un lapin géant. Ce lapin était élevé dans la région des Flandres françaises et également dans les Flandres belges pour autrefois nourrir les familles des employés miniers. Il y avait des grosses familles autrefois dans ce milieu donc, minier, des familles de 12-13 enfants. Alors il fallait quand même des lapins d'une certaine grosseur pour nourrir tout ce petit monde autour de la table. Alors cette race-là a été énormément sélectionnée, travaillée dans cette région de France, dans les Hauts-de-France, et puis dans les Flandres belges également. Est-ce qu'on peut domestiquer ce lapin? Et on fait de plus en plus de personnes donc, cherchent ce lapin comme animal de compagnie, arrivent à l'apprivoiser comme un chat, comme un chien. C'est au même titre que les autres lapins qui sont sur le salon de races différentes. Et moi j'étais surpris il y a quelque temps dans mon village, il y avait une personne qui en avait acheté un comme ça, mais le lapin était heureux comme tout à la maison, il sortait, il était vraiment domestiqué, il était sympa avec eux. Malheureusement, comme il sortait dehors, le renard il est venu un soir, puis il lui a fait la fête. Voilà. Mais bon, il y a des précautions à prendre quand même avec un lapin de compagnie à la maison. Ne pas oublier qu'un lapin, ça ronge. Alors attention au fil électrique, au pied de chaise, il y a quand même des petites précautions à prendre. Hein. Et justement, quel genre de nourriture on donne à un lapin de cette taille? Un lapin de cette taille, d'abord une nourriture de base, c'est le foin, de l'herbe séchée. Hein. Ensuite, il peut avoir également de la paille, parce que quand il y a une paille de qualité, il la mange très très bien également. Des céréales, orge, avoine, du maïs un peu. Il peut y avoir donc des aliments achetés dans le commerce également. Et puis pour avoir des bonnes fourrures, on essaie, nous les sélectionneurs, de leur donner du tournesol ou de la graine de lin pour apporter l'huile nécessaire à un joli poil bien lustré. Et donc ce lapin, il fait 9 kg 150. C'est quand même assez gros. Est-ce qu'il est passé au concours? Est-ce qu'il a eu certaines caractéristiques? Oui, ce lapin donc a sa fiche de jugement qui était donc apposée sur sa cage. Donc son poids 9 kg 150 lui permet d'avoir 10 sur 10 dans ce critère. L'aspect général, il a eu 19 sur 20, c'est une bonne note également. Par contre, la fourrure, elle manque un peu de tenue, il est précisé. Et comment on juge la fourrure? Alors la fourrure,
Elle se juge, vous voyez, en passant la main d'avant en arrière, elle doit revenir bien se placer aussi comme elle était au départ. Hein. Alors là, on voit bien qu'elle ne revient pas facilement, quoi. Elle reste debout. Et là, bon, il a peut-être pas une mauvaise fourrure, mais pour l'instant, elle n'est pas au top. Parce que le lapin, il y a ces périodes de mue où il change de poil. Hein. Alors là, bon, mais il n'est pas encore terminé, sa mue n'est pas encore terminée, il ne peut pas avoir un poil d'une qualité normale et souhaitée. Hein. Victor Vincent, qu'est-ce que vous pensez de ce lapin Ce qui est regardé lors des concours, ben, c'est la taille de la tête, la taille des oreilles. Les oreilles, chez le géant des Flandres, elles ne doivent pas descendre en dessous 16 cm. Et plus elles sont longues, plus elles approchent les 20 cm, meilleur c'est. Qu'est-ce que vous pensez de ce lapin, Victor Vincent? Il est gros. Effectivement. Ah, c'est énorme. Un illusionniste qui devrait sortir ça d'un chapeau, mais il devrait avoir une très grosse tête. Après, le chapeau que vous avez apporté va être un petit peu. Là, s'il petit, saute de sa pense. caisse, il part, mais on le retrouve plus. Ils sont en contact journalier avec les éleveurs, donc oui. Non, ils ne sont pas effarés. Il est magnifique. Changez de micro, je crois qu'on ne vous entend pas. En tout cas, moi, je vous entends très mal. Alors, en ce qui concerne aussi la coloration, là, vous avez un lapin, donc un lapin géant des Flandres qui est couleur gris-lièvre. Mais ce géant des Flandres, il peut être dans d'autres coloris également. Il peut être en blanc, il peut être en noir, il peut être en fauve, couleur fauve. Il y a différents coloris chez le géant des Flandres également. Hein. Là, ici, je n'ai vu que des géants des Flandres gris-garenne. Hein. Merci, Émile Rollin. Je pense que Victor Vincent, je vous propose de revenir en plateau pour une petite démonstration du mentalisme. Merci Mathilde Couvillère-Fournoy. Et oui, merci. Adrien, vous revenez avec notre invité tout de suite sur le plateau. Merci beaucoup, c'était super. Il est chez moi, ce lapin des Flandres. Oui, mais il était extrêmement beau. Écoutez, j'espère que vous pourrez aller le voir dans le salon de l'agriculture. C'est la dernière partie d'À travers champs, Victor Vincent. Avant de nous montrer pourquoi vous êtes le meilleur mentaliste de France, c'est pas vous qui le dites, c'est clairement moi. Voilà, je vous ai proclamé. C'est gentil. Ça va, ça vous fait plaisir? Je vous ai payé cher aussi. Oui, bah, exactement. Hein. J'ai eu 50 centimes d'ailleurs, je les ai gardés là. J'ai gardé la pièce tout à l'heure. On va revenir sur votre spectacle. Il s'appelle Mental Circus. Pourquoi ce nom? Parce que, alors d'abord un nom en anglais parce que l'action se passe aux États-Unis et puis en fait j'ai réuni plusieurs performeurs du mental dans une sorte de cirque imaginaire, donc un cirque mental circus, voilà, avec le mentalisme, voilà. Le nom est arrivé très rapidement. Vous repartez dans les années 1920-1930. Vous l'avez dit tout à l'heure, des années qui vous plaisent énormément, que vous aimez beaucoup. Pourquoi ces années en particulier, plus 1920-1930 que 1960 ou 70? Oh, mais toutes les années me conviennent. J'avais fait un spectacle d'ailleurs sur les années, enfin l'après-guerre, sur la guerre froide, etc. Donc je parlais de ça. Bon, aujourd'hui ça prend une tournure un peu particulière, mais peu importe. Mais j'aime bien voyager dans le temps. Donc puis là, les années 30 quand même, il y a l'art déco, il y a tout un univers, une ambiance visuelle très forte en fait, très marquée. Et j'aime les choses marquées. Vous avez fait beaucoup de spectacles sur les années qui nous ont précédés. Est-ce qu'un jour vous ferez un spectacle, vous pensez, sur les années 2050, 2070 sans être en 2090 évidemment? Il ne faut jurer de rien, mais pour l'instant ce n'est pas prévu. Non. Ça vous attire pas forcément de faire quelque chose peut-être de futuriste, même si ça veut rien dire non, comme ça? Non, pas forcément. Mais comme quelqu'un me demandait comment vous faites... Est-ce que vous cherchez à être à la mode? Je ne cherche pas ça, ça me... Voilà, Vous arrivez quand même à être bien à la mode, vu qu'aujourd'hui... Vous faites ce qui vous plaît, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Et puis le jour où ça sera plus à la mode, je continuerai de le faire parce que j'aime bien. C'est tout. Où est-ce qu'on peut le voir, ce spectacle, et quand est-ce que c'est la prochaine date? Alors là, je suis en tournée un peu partout. Là, je joue demain à Hyères, ensuite à Mérignac vendredi, à Biarritz samedi. Et puis voilà, la tournée continue. Et puis je serai à Paris, aux Folies Bergères, du 20 au 30 décembre cette année. Nous étions au Casino de Paris l'année dernière. Et là, ça sera les Folies Bergères pour 10 représentations qui seront peut-être les 10 dernières à Paris, avant de repartir en tournée. Hormis ce spectacle, vous l'avez dit, vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous êtes venu avec votre premier... C'est un thriller, c'est ça? C'est ça. Ça s'appelle Apparition. Apparition, donc c'est un thriller psychologique dans le monde secret de l'illusion qui met en scène deux personnages. L'un s'appelle Alexander Kreskin, qui est un illusionniste russe, peut-être le plus doué de sa génération, le plus doué du monde, et qui va prendre comme élève un jeune Français lors de sa tournée à Paris.
et qui va jouer avec lui. Alors qui manipule qui, quelles sont les intentions de l'un ou de l'autre. C'est un livre assez noir, mais j'ai pris beaucoup de plaisir et on apprend aussi plein de choses dedans. Ça a l'air en tout cas, voilà, un livre que vous pouvez retrouver évidemment dans toutes les librairies. Victor Vincent, c'est le moment que tout le monde attend chez soi. C'est le moment qu'Adrien attend. Autour du plateau, tout le monde l'attend. Vous allez prouver pourquoi vous êtes un mentaliste d'exception. Alors, on va vous expliquer. Tout à l'heure, Adrien, vous êtes parti avec rejoindre Quentin Leport. Oui. C'est pour la chronique high-tech. Voilà, si vous avez raté le début de l'émission, vous pourrez aller la regarder dès demain. Elle sera disponible sur la chaîne YouTube d'Emerger. Et il se trouve que durant la chronique high-tech de Quentin, Victor Vincent m'a donné un bout de papier où il m'a demandé écrivez un prénom, n'importe lequel. J'ai écrit un prénom avec ce stylo, voilà, il est juste là. C'est mon stylo, vous le voyez, il n'a rien de particulier. Et ce bout de papier, je l'ai gardé dans ma poche. Et il m'a dit, vous le gardez, vous allez voir, à la fin de l'émission, j'ai une petite surprise pour vous. Alors Victor Vincent, dites-moi. D'abord, est-ce que j'avais le dos tourné, le papier vous l'avez pris, vous l'avez plié en 4, 8, 16, 32, je ne sais plus quoi, il est dans et il est dans le fond de la poche. Ça me fait peur. Juste le montrer comme ça? Bien sûr. Pour l'instant, j'ai vraiment peur de ce qui se passe. Alors regardez. Laissez-le plier, laissez-le plier. Il est toujours voilà, plié. il est plié. On va peut-être demander à un membre de l'équipe de prendre la caméra pour venir un peu plus proche. C'est là, c'est... Ah, il reste là, oui, bien sûr. Il est toujours plié. Est-ce que, je sais pas, on va essayer quelque chose. Mettez votre doigt de cette manière. Laissez le papier sur la table ou dans la poche, peu importe. Mettez votre doigt comme ça. Non, comme ça. Comme ça. Voilà. Bien. Je vais réciter l'alphabet. Et lorsque je prononcerai la première lettre du prénom, vous penserez stop. Vous pensez stop, d'accord? Vous ne dites pas stop, vous pensez stop. Et vous n'appuierez pas avec votre doigt, c'est important. Hein, sinon, je vais le sentir. Vous êtes prêts? Je vais dire l'alphabet à l'envers. Attendez, mettez une petite pression quand même. Voilà. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L. Vous êtes arrêté de sourire directement sur une lettre. Hein. Tout le monde pourra peut-être revoir les images. Sur la lettre P, le sourire s'est arrêté net. Est-ce que cela commence par un P? Oui. Oui. Vous voyez, et vous avez rendu compte de ça, non, sur le visage? Oui, vu, clairement, voilà. Okay. Clairement, oui. Vous voyez, tout ça est complètement rationnel, c'est un P. Là, j'aurais besoin de vos mains un instant. Adrien, est-ce que vous pouvez tenir mon micro, s'il vous plaît? Avec plaisir. Vous pouvez décrire ce qui se passe. Oui, je peux aussi le faire. Donc, Raphaël, vous donnez vos mains. Mettez vos mains de cette manière, comme ça, ici. Simplement, vous pensez peut-être soit à un prénom masculin ou féminin. Masculin ou féminin, clairement? Oui, hein, vous avez carrément levé la main ici. Vous vous avez rendu compte de ça? Oui. Donc, vous voyez, on cherche donc un prénom féminin qui commence par un P. Ça pourrait être, par exemple, le prénom Patricia. Mais ce n'est pas le cas, sinon il aurait fait un bond de 3 mètres, hein, comme ça. Bon. Concentrez-vous sur le nombre de lettres. Et si vous pouvez compter le nombre de lettres dans votre esprit? C'est bon, je suis en train de le faire là. Vous êtes en train de le faire, mais on ne peut pas le faire tout en parlant. Donc vous l'avez fait rapidement, donc à mon avis, il n'y a pas beaucoup de lettres. Pouvez-vous compter jusqu'à 10? Là, vous voulez que je compte dans ma tête ou... Non, à haute voix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 ou 4 lettres, à mon avis. 4 lettres? D'accord, ok, oui. 4 lettres? 3 lettres. 3 lettres. 3 lettres. Un nom féminin de 3 lettres qui commence par un P. Ouais. Ok. Alors, il n'y a pas beaucoup de lettres, ça paraît. Oui. Mais alors là, c'est un prénom français? Je pense, oui, je pense, oui. Il y a une voyelle forcément dans ce donc ça peut être un A, E, I, O, I. Oui, carrément, vous souriez directement sur le I, donc P. I, c'est la deuxième lettre? Oui, c'est bien ça. En 3 lettres, un prénom féminin, Pi? Pi? Je sais pas. Je sèche complètement. Ouais, non, pas du tout. Pio, Pia, Pie. Attendez, Adrien, voilà, regardez. Venez, on va faire... Faites-moi voir, je ferai le gros plan. Alors, Victor, vous dépliez le... Pia, oui. Voilà. C'est pas très courant. Pia. Je connaissais pas. Comme ça. Alors je pense qu'on peut applaudir quand même, bon. sachant qu'on se connaît. Vous avez fait exprès, Raphaël, de prendre un nom compliqué? Ah non, c'est vraiment une personne que je connais. C'est un vrai prénom. C'est une personne que je connais. Ah mais je n'en doute pas, mais bon voilà, écoutez. Écoutez voilà. Merci beaucoup, bravo et merci d'avoir répondu et de nous avoir fait cette démonstration. Avec plaisir. On vous retrouve dans votre spectacle évidemment Mental Circus. Vous restez avec nous. Dans un instant, vous allez pouvoir connaître le programme du jour sur le salon de l'agriculture. Avant ça, je n'ai pas eu forcément les infos, mais normalement on est censé retrouver Alban, gamet de Saint-Germain, qui continue de se balader, qui avait eu quelques soucis tout à l'heure, mais normalement cette fois... Ça devrait être réglé. Alban, est-ce que c'est réglé? Alors je n'ai pas d'informations, donc je ne peux pas vous dire si c'est bon. Écoutez, tant que c'est pas bon, on va continuer à
on va continuer à parler avec vous. En fait, si vous voulez, j'ai l'oreillette qui vient de raccrocher tout simplement, donc il n'y a plus rien qui se passe. C'est bon, on est avec Alban. Alban, on vous écoute. Oui, Raphaël, Adrien et Victor, vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, on vous entend. Parfait. Ben, écoutez, je me trouve au pavillon 3, région Bretagne. On a été très bien accueillis par Pierre. Pierre qui vient du Finistère en tenue traditionnelle bretonne. Voilà, Pierre qui s'occupe. Il y a du monde, hein, vous voyez, il y a beaucoup de monde. Voilà. Costume de mariage. C'est exactement, on avait eu l'info, c'est son costume de mariage. Voilà, très belle tenue. Donc Pierre qui nous accueille ici à la crêperie de Saint-Côme avec du cidre carné. Parce que si, regardez, vous avez la tireuse juste ici à consommer avec modération. Hein. Ça reste de l'alcool. Mais voilà, si vous voulez vous faire une petite pression, vous rafraîchir, pas de bière, mais du cidre, c'est possible. Et surtout, il y a Mathieu qui est en train de faire des crêpes. Alors, l'objectif, et je sais déjà que vous avez foutu de ma gueule, c'est de faire une crêpe et de réussir à la faire. Alors, je ne sais pas si vous croyez en mes capacités. Voilà, Mathieu, donc, qui va me permettre de faire une crêpe. Bon, vous voyez déjà le résultat de Mathieu. Ça, c'est le résultat que je compte atteindre dans quelques secondes. Réussir à faire une bonne crêpe comme ça. Donc là, on est sur des crêpes sucrées, puisque juste derrière, on ne va pas y aller parce qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est tout ce qui est crêpes salées, les crêpes au froment notamment. Donc voilà, vous pouvez faire finalement dans ce pavillon, dans cette région Bretagne, vous pouvez faire. Alors attention, Bastien, il va falloir se décaler. Eh oui, Alban, on va devoir vous quitter encore une fois. On vous entend vraiment très très mal. On vous entend très mal en fait. Si vous voulez en plateau, le son est très mauvais. Et puis je vous la rapporte. Alors Alban, si vous voulez, je vous lance un défi. Vous revenez rapidement sur le plateau, vous nous expliquez ce que vous étiez en train de faire. Et avec une crêpe, hein. A tout de suite Alban, merci beaucoup. Voilà, désolé Victor Vincent, je suis désolé, on aurait vraiment voulu vous emmener un peu partout, mais je prendrai une crêpe après. Le souci c'est que voilà, Alban l'a expliqué tout à l'heure, vous n'étiez pas encore là. Comme il y a beaucoup de personnes dans le salon, le réseau internet c'est compliqué, et donc forcément s'il n'y a pas de réseau, c'est un peu technique d'appeler des gens qui sont un peu plus loin. Mais bon écoutez, voilà, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment dans l'émission. Oui, c'était un très bon moment, merci de m'avoir reçu. Bien sûr, après voilà, vous restez un peu avec nous parce que avant, Adrien Hardy va repartir faire du sprint et je vous propose de le suivre pour connaître un peu le futur. Voilà, on prévoit le futur sur MRG. Oui, Adrien, vous êtes avec Alexis Bragard. Victor Vincent vous a suivi. Adrien, qu'est-ce que vous faites tout simplement? Comme chaque jour, Monsieur Programme, celui qui nous organise notre après-midi, est avec nous. Alexis, aujourd'hui, vous nous présentez des activités insolites. Exactement, Adrien. Alors Adrien, pour commencer, connaissez-vous Squirroo? Pas du tout. Il s'agit d'un petit écureuil tout mignon que vous pourrez retrouver au pavillon 4, stand 4B52. Squirroo vous présentera le rôle de la forêt. Vous ferez aussi connaissance de ses amis, les animaux de la forêt. Squirroo vous expliquera enfin à sa manière la vie de la faune dans les bois. Attention, notre petit écureuil quittera le salon ce soir pour retourner dans sa forêt. Vous avez aussi découvert un métier peu commun sur les stands, Alexis. C'est quoi? C'est un savoir-faire unique, la filature de Val-Gaudemar, que vous retrouverez pavillon 3, stand 3D 079. Marie-Laure a repris l'entreprise familiale et vous proposera de découvrir la fabrication de fils naturels. À partir de 6 ans, vous pourrez fabriquer une figurine en forme de mouton avec des laines de la filature. Vous pourrez nous retrouver avec Adrien et peut-être Victor qui sera aussi avec nous pour faire ce petit mouton. Car nous aussi, on voudra notre mouton. Hein. Bon, je vous ferai un petit mouton. Ce sera merci. Et vous parlez de mouton, Alexis. Personnellement, ça me donne faim, mais je suis plus fan de jambon. Je crois que vous avez quelque chose à me proposer pour terminer. Oui, j'ai un bon coup pour vous, Adrien. Au cœur du pavillon Rhin, sur le ring porcin, des producteurs de jambon de Bayonne vous expliqueront les secrets de la fabrication de celui-ci. Le préféré de Jean Lassalle, me dit-on. Vous pourrez aussi goûter à ce bijou du Sud-Ouest. Il y aura aussi des démonstrations de cuisine avec. Et le clou du spectacle, c'est que vous pourrez gagner un jambon de Bayonne. Incroyable ça, non? Et dès que vous avez dit qu'il y avait un jambon à gagner, vous m'avez clairement convaincu, Alexis. On va peut-être aller participer à ce concours, mais d'abord on va terminer l'émission. Moi je veux gagner mon jambon et je pense qu'on va terminer l'émission avec Raphaël, Victor Vincent. Avec plaisir. Hop. Merci beaucoup Alexis, merci Adrien, vous revenez. Victor Vincent, un bon programme qui s'annonce? Oui, fabuleux. Écoutez, voilà, c'est déjà le moment de vous dire au revoir. C'est la fin de ce 5e épisode d'À Travers Champs. Merci à tout le monde, merci à tous, à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous Victor Vincent d'avoir été notre invité. Merci vous, c'était absolument génial.
On vous retrouve en spectacle avec Mental Circus dès demain à Hyères et en tournée dans toute la France. Et bonne journée évidemment au Salon de l'Agriculture. Merci également à mon binôme Adrien Hardy. Je remercie toute l'équipe d'Émerger. On a eu quelques soucis, mais voilà, merci aussi à nos journalistes Dimitri Hainaut et Alban Gamay de Saint-Germain qui se sont baladés toute la journée dans le salon, même si on les a entendus souvent, mais pas en entier. Mais en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Et puis évidemment, en régie, je vais remercier les équipes techniques et le patron qui est aussi là, qui est dans mon oreille, dans ma tête. Et merci à vous, Raphaël. Merci beaucoup, voilà, Adrien. Je suis voilà, même si on a eu quelques soucis. Je vous retrouve demain dès 9h30 pour 2022 l'invité. Julien Audoul, le porte-parole du Rassemblement national, sera notre invité. À travers Champ revient lui demain à 10h pour un nouvel épisode exceptionnel où nous irons en PACA et en Guyane. Nos invités seront les voix françaises des Simpsons, Véronique Augereau et Philippe Pétieux. Donc voilà, on va partir sur le doublage. Ça va être encore une fois exceptionnel. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.